Ça fait 20 ans que j'écris des récits de voyage. J'ai visité une quarantaine de pays. Puis là, pour commémorer mes 20 ans d'écriture, j'ai décidé de rassembler tous mes écrits dans une espèce de best-of qui, en 20 chapitres, parcourt 20 pays. Puis là, j'ai fouillé dans mes souvenirs, j'ai fouillé dans mes écrits, puis je suis arrivé avec le projet Tracer le voyage. J'ai commencé à écrire des récits de voyage vraiment pour moi-même, dans le fond. C'était des carnets de voyage qui étaient destinés à moi. Puis c'était vraiment parce que le voyage m'a apporté tellement dans ma vie, autant au niveau de la découverte des autres pays, de l'histoire, la géographie qui s'apprend par les pieds, comme on dit, mais aussi au niveau du développement personnel. Puis je me sentais souvent à la bonne place au bon moment. Donc j'ai décidé d'écrire pour pas oublier, pour être capable de me souvenir de ça, puis aussi, en le relisant, de me replonger dans cette espèce de sentiment euphorique que je vis en voyage. Pour tracer le voyage, dans le fond, je suis allé choisir des pays qui représentent différents continents, différents lieux, différentes expériences pour faire cet amalgame-là de chapitres qui représentent un peu ma carrière d'écrivain. Donc, c'est vraiment comme un éventail large de pays, un éventail large de continents, puis un éventail large d'expériences pour vraiment emmener les lecteurs dans toutes sortes d'expériences, justement. Ouais, l'oublier, ça me fait peur, dans le fond, parce qu'on se rend compte que même si on emmagasine des expériences, si on les oublie, c'est comme si notre vie était vide. Fait que c'est pour ça que, à travers l'écriture, à travers la photo, à travers la vidéo, j'essaie toujours de combattre l'oubli en documentant mes expériences puis en les partageant, dans le fond. La question que je me pose avant d'écrire, c'est vraiment de me placer du point de vue du lecteur. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai vécu le voyage, juste en l'imaginant, je vois tout le contexte, mais qu'est-ce qui va intéresser le lecteur? Donc souvent, je vais me baser sur un souvenir précis ou une anecdote qui m'est arrivée, que je trouve intéressante, puis autour de cette anecdote-là, je vais construire le récit. Comme par exemple, si j'écris sur l'Inde, mais je ne vais pas nécessairement écrire mon voyage au Taj Mahal, je vais écrire l'espèce de détour que j'ai fait qui m'a apporté un temple, qui m'a fait rencontrer une fillette, puis qui nous a créé une relation où elle me parlait de son futur mariage, puis tout ça. Donc, les souvenirs, c'est ça, c'est comme des fragments qui reviennent, puis qui sont souvent liés à des anecdotes ou à des expériences qu'on n'avait pas prévues. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est « Détour du monde », parce que c'est vraiment des fois les détours qui m'ont apporté aux éléments les plus importants de mes voyages. Mais c'est vrai qu'avec le temps, dans le fond, le souvenir, on dirait qu'il va se polariser. Le petit détail va prendre plus de place que le reste. Puis des fois, ça va faire de l'ombre aux autres choses qu'on a vécues. Puis c'est un petit peu ça aussi qu'on essaie de faire à travers le visuel dans le livre, c'est de mettre en lumière des flashs qui vont prendre plus de place, qui vont occulter d'autres souvenirs. Mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, la mémoire, dans le fond. Ouais, fait que c'est ça par rapport au glitch. Ouais. Dans le fond, quel bonhomme que tu veux animer avec le glitch? Bien, l'espèce de dieu qui rentre, là, tu sais, quand il rentre au début. Au début ou à la fin? Bien, tu sais, on avait dit que peut-être on le ferait glitcher juste en sortant. Bien, la part de Miss Pixel puis de Marc, c'est vraiment d'aller au niveau des images, au niveau des sons, un peu comme un rêve quand on se souvient d'un souvenir précis. Bien, on a des flashs d'images, des souvenirs pixelisés, des sons qui viennent comme un peu fantômes ou qui viennent appuyer ça. Puis à travers ces illustrations-là, bien, le lecteur va pouvoir, avec une application gratuite, accéder à la réalité augmentée qui déclenche une animation, dans le fond, puis qui nous permet de voyager encore plus loin dans le récit, dans le fond. Est-ce que c'est par nostalgie que je fais un retour sur mes 20 ans? Probablement. Aussi, il y a un désir personnel de me replonger dans mes lectures. Comme ça, moi-même, je repars en voyage. Puis c'est aussi pour partager, tu sais, à travers ces 20 pays-là, ces 20 chapitres-là, bien là, c'est comme si j'amène les gens dans un tour du monde avec moi, dans le fond.
Bonjour tout le monde. Alors, il est 15h04. On a eu droit à une présentation sommaire de la Fabrique culturelle sur la démarche du Go-Monticon. Je vous souhaite la bienvenue à ce énième webinaire de mutation, le livre à l'ère numérique, organisé par le TOPO, Centre d'artistes en art numérique, avec le soutien du Conseil des arts du Canada. Je vous avise que le webinaire est enregistré pour diffusion dans le site qu'on est en train de construire à l'heure actuellement pour rendre tous ces contenus-là accessibles et tous les projets accessibles. Je vous mentionne aussi qu'à la fin du webinaire le 3 juin, donc il en reste plusieurs qui sont tous très intéressants, passionnants, mais on tiendra à l'automne un salon de l'édition numérique où on espère se retrouver tout le monde ensemble et consulter nos projets, voir les projets, partager des expériences et prendre un verre de vin ensemble. Donc, je cède la parole à Hugo Monticon. Si vous ne le saviez pas, c'est vraiment un grand explorateur, conférencier d'expérience, et c'est aussi un grand explorateur du livre numérique. Alors, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on suit on accompagne, on l'invite à partager son expérience. Alors maintenant, Hugo. Bien, merci beaucoup, Michel. Merci aussi à Gabriel et à l'organisation du Centre Topo. C'est vraiment apprécié des rencontres comme ça. Merci à Myriam aussi, qui non seulement m'accompagne, en fait, c'est un peu elle que moi-même je suis venu entendre. Son apport va être vraiment super intéressant en tant que pionnière aussi au niveau de l'édition, puis passionnée des livres numériques. J'entendais plutôt Isabelle Gagné qui disait que des fois, avant sa présentation, elle disait « Ah, je me sens un peu comme le syndrome de l'imposteur ». Je trouve que c'est un syndrome qu'on a un peu tous dans ce domaine-là parce que c'est tellement un domaine qui est en évolution constante, qui change. Tu sais, mon livre s'appelle « 20 ans d'aller détour », mais j'ai plus l'impression des fois que c'est 20 ans d'essais-erreurs, des fois, qu'on pourrait dire. Donc, on va vous faire une présentation, Myriam et moi. Comme je vous dis, vu que c'est des essais-erreurs, souvent, j'ai des demandes parfois de donner des formations, des auteurs qui me disent hey, « comment on fait ça, un livre numérique? » puis tout ça. Puis je me sens vraiment mal à l'aise de donner une formation comme telle parce que je ne trouve pas qu'il y a de recettes secrètes. Tu sais, justement, tout est en évolution. On n'a pas trouvé la formule gagnante. Voici l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Tout le monde est en test, si on peut dire. Donc, moi, ce que j'aime plus, c'est un petit peu partager mes propres démarches, mes propres erreurs, puis en espérant que vous pouvez retirer le maximum de ça, puis que vous pouvez l'appliquer un peu dans votre propre démarche. Mais Myriam, je te salue. Est-ce que ton micro? Oui, salut Hugo. Ariel, je vais faire la super démarche de partage d'écran maintenant. Oui, on a testé ça hier, ça fonctionnait. Excellent. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ça charge. Voilà, à plein écran. Excellent. Puis si je change ma diapo, est-ce qu'on voit maintenant nos noms? Oui. Excellent, tout va bien. Oui. Bien, merci beaucoup. Donc, je vais peser play. C'est tout préenregistré à partir de maintenant. Non, c'est pas vrai. Donc, comme je vous disais, je vais juste faire un bref survol de mes propres démarches avant de céder la parole plus en détail à Myriam qui va présenter un peu le côté de l'édition. En fait, on va présenter ensemble, mais on a chacun un peu notre point de vue en tant qu'acteur de milieux différents. Comme vous avez vu dans la courte vidéo d'introduction, je viens vraiment du milieu littéraire des récits de voyage. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je publie des récits de voyage, principalement papier, évidemment. Je pense que mon premier désir de modifier l'objet, si on peut dire, du livre papier, ça a été ma première expérience au Salon du livre de Montréal
quand je suis arrivé là tout jeune et tout innocent et je me sentais tellement spécial et unique. Et là, je suis arrivé dans à la place Bonaventure où il y avait 260 000 livres. Et là, j'ai vraiment tout perdu, la notion d'unicité. Donc, j'ai essayé de tout le temps travailler sur l'objet dans mes publications, même papier. J'essayais d'intégrer des images, des flipbooks, du texte inversé pour que les gens manipulent l'objet, etc. Avec plus ou moins de succès, je dois avouer. Mais il y a vraiment un voyage, puisque mes livres sont toujours basés sur des voyages, généralement, il y a un voyage qui a changé la donne. C'est vraiment quand je suis allé quand je suis allé en Inde. Pour la première fois, oui, j'avais l'intention d'écrire un récit de voyage, me nourrir mon inspiration, mais je partais avec une réalisatrice qui, elle, était mandatée pour faire une émission de télévision. Donc, pour la première fois, je revenais de voyage justement avec des idées de livres, mais avec un contenu multimédia très riche. On avait 60 heures de tournage. Donc, j'avais accès à des images, mais aussi je pouvais extraire des photos, des trames de son. On avait des illustrations, etc. Là, on parle de 2015. Donc, tout de suite en 2015, c'est ça, quand on dit que le milieu éditorial n'était pas prêt, c'est que moi, je voulais vraiment faire plus que simplement écrire un livre papier. Je voulais vraiment trouver une façon d'intégrer ce contenu multimédia-là. Mais en 2015, moi-même, je suis. Puis ça, c'est une parenthèse que je veux apporter, c'est que je ne me considère pas comme un techno, un geek technologique. Tu sais, je fais pas je joue pas à des jeux vidéo, je ne suis pas à la page. Puis je pense que, en quelque sorte, c'est une force que j'ai parce que j'ai un point de vue un peu monsieur, madame, tout le monde par rapport à la technologie, si on peut dire. Fait que ça me permet d'aborder la technologie d'un point de vue plus vers la base. En tout cas, bref, mes idées pour partager le contenu multimédia à l'époque, c'était est-ce que je mets un DVD dans le livre? Je pense que je n'avais même pas eu l'idée de mettre une clé USB. Mais bref, j'ai fait le tour des maisons d'édition, puis vraiment, ça a été refusé unanimement par tout le monde. Des maisons d'édition qui étaient intéressées à publier le livre papier, mais dès qu'il était question d'un ajout d'un support multimédia, on me disait que ça coûtait trop cher, qu'il y avait la possibilité de vol, que ce n'était pas quelque chose qui était possible, qu'il faudrait en sacher les livres. En tout cas, on se butait vraiment à un milieu qui était fermé à ça. Mais moi, je n'ai pas laissé tomber mon idée, peut-être aussi par le fait que, puisque je ne suis jamais devenu riche à cause de mes livres, mais on dirait que j'avais moins à perdre. Je me suis dit, je suis prêt à faire quelque chose de nouveau, que même si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas si grave que ça. Tu sais, le paiement de ma Lamborghini ne dépend pas de son succès. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une campagne de sociofinancement. J'ai abordé les gens pour dire, OK, j'ai ramassé quelques milliers de dollars. C'était pas beaucoup, mais ça me permettait d'engager une designer graphique, Gisèle Henigues. Puis là, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a décidé de développer une application pour iPad pour intégrer non seulement le roman, mais les éléments multimédia. Pourquoi qu'on a choisi iPad plutôt que quelque chose qui serait plus versatile, Android, etc.? C'est qu'à l'époque, il y avait seulement les applications iPad qui permettaient d'avoir tout le contenu dans l'application. Donc, on pouvait télécharger. Une fois qu'on avait téléchargé l'application, on n'avait plus besoin d'une connexion Internet et on n'avait pas besoin de supports comme YouTube pour les vidéos ou SoundCloud, disons, pour le son, qui étaient des supports externes qui auraient pu se servir de mon livre pour insérer leur propre publicité ou les envoyer ailleurs suite au visionnement. Ça a été vraiment un nouveau langage pour moi de parler avec cette designer-là parce que le langage traditionnel d'un auteur avec son éditeur, c'est d'envoyer un document Word. Cette fois-ci, on parlait vraiment de contenu multimédia. Donc, il fallait, pour les droits d'auteur, il fallait répertorier la provenance, vraiment structurer. C'est un langage extrêmement complexe qu'on a réussi à développer. Et il fallait aussi scénariser le livre un peu comme on l'aurait fait pour un film, dans le fond. Donc, telle section, OK, on va mettre une carte, telle section, une vidéo, pour pas que les effets soient dilués. Tu sais, s'il y a 5 pages, par exemple, qui présentent des vidéos un à la suite de l'autre, on perd un peu l'effet. Ce que ça a donné le Vendeur de Goyave, qui est sorti justement en 2015, qui a été considéré comme le premier roman numérique immersif au monde ou de la francophonie. En bref, les recherches n'ont jamais trouvé d'équivalent par rapport à ça, par rapport aux adultes, dans le fond, parce qu'il existait des livres similaires peut-être pour les jeunes, du Walt Disney, des choses comme ça, mais pour adultes, ça n'avait pas été encore exploré.
C'était intéressant parce qu'il y avait mon texte au complet, donc c'est l'équivalent d'un livre de 250 pages. Il y avait à peu près 170 éléments multimédia. À cause que j'avais un contenu très riche avec les vidéos justement de Julie, on pouvait suivre le personnage avec une carte, etc. C'était clair pour moi que tout se passait par l'écriture. Donc, je ne voulais pas que ce soit des acteurs qui reprennent des scènes du livre. Je voulais vraiment que ce soit juste le contexte qui soit mis en lumière par les images, par les éléments multimédia, vraiment pour immerger le lecteur dans l'histoire, même si le livre vivait aussi papier. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que justement, j'ai abordé les maisons d'édition la première fois avec mon idée de DVD, etc. La deuxième fois, quand j'ai développé l'application, même si je l'ai faite de façon indépendante avec le sociofinancement, je suis retourné voir les maisons d'édition en disant, écoutez, j'ai développé ce produit-là, mais quitte à le lancer moi seul, j'aimerais mieux qu'il soit lancé par une maison d'édition qui a déjà de la reconnaissance, qui a déjà son réseau de distribution. Je suis prêt à vous le donner gratuitement. Et les maisons d'édition ont quand même refusé ce produit-là, même si j'étais prêt à le mettre sous leur bannière, comme si c'était eux-mêmes qui l'avaient développé. Ils m'ont dit non, nous, notre domaine, c'est le livre et on vient juste de signer une entente avec Demarc pour la diffusion des livres e-pub texte seulement. On ne veut pas se les mettre à dos parce que dans le cas de l'application, vu que c'était iPad, il fallait que ce soit distribué par le App Store. Donc, bref, j'ai cédé les droits de mon livre en papier, mais j'ai conservé l'application numérique et c'était à mon grand bonheur parce que c'est ça qui a fait un petit peu un buzz. Mais puisque c'était le premier de son genre, je ne savais pas exactement à quel prix le vendre. Tu sais, on est habitué du contenu numérique que ce soit gratuit, mais là, c'est moi qui l'avais développé. J'avais besoin de me rentabiliser un peu mes investissements. Il y a des plafonds psychologiques à 4,99. Bon, il faut être engagé, mais pas trop. 9,99, bien là, il faut vraiment que je sois convaincu que ça vaut ça. Puis en haut de 10 on dirait qu'acheter une application en haut de 10 c'est presque infaisable. En tout cas, à l'époque, c'était ça que j'ai déduit. Donc, ce que j'ai décidé de faire comme stratégie, c'est de donner le premier chapitre en espérant que les gens soient suffisamment engagés émotivement pour faire l'achat à 9,99 par la suite. Je ne savais jamais si c'était une bonne stratégie parce que puisqu'il y a eu un buzz, les gens voulaient voir c'était quoi. Donc, il y a la majorité des gens, avec le premier chapitre, pouvaient voir, OK, c'est ça qui est fait, OK, c'est ça. Puis, il n'allait pas vers la conversion, il n'allait pas vers l'achat. Donc, peut-être si je l'avais tout de suite vendu, peut-être j'aurais fait un peu plus de sous, moins de distribution, on ne sait pas. Ce qui m'a fasciné, par contre, c'est vraiment tous les outils qui sont derrière la vente d'applications numériques. Au niveau, par exemple, de qui l'achète, on peut savoir si c'est des hommes, des femmes, on peut savoir les champs d'intérêt, on peut cibler la publicité. Évidemment, ils récoltent tellement de données sur les consommateurs qu'ils l'utilisent au niveau de la publicité. Moi, je pouvais programmer mes publicités pour dire, OK, je fais 8 par livre, je suis prêt à mettre 2 en publicité. Eux, ils savent qui convertit, qui se transforme en achat. En tout cas, ça, c'était des outils incroyables que je n'avais jamais utilisés avant pour les livres papier, évidemment. Et puisque le livre était considéré comme une nouveauté, ça a fait un buzz dans les médias, roman numérique réinventé, livre du futur, littérature nouveau genre. Donc ça, même si je n'avais pas un budget pour la publicité et les relations de presse, mais ça m'aidait vraiment au niveau de justement de la médiatisation du livre. Ce qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est vraiment les influenceurs. Bruno Blanchet, c'est ça, si on arrive à trouver des influenceurs qui sont vraiment, qui parlent à notre public, donc dans mon cas, Bruno Blanchet qui écrit des livres, qui parlent de voyage, etc., bien, lui, quand il faisait une publication à ses 10 000 followers, comme on dit en bon français, c'est 10 000 fans, mais ça rejoignait vraiment un public ciblé pour moi, puis ça a eu des retombées directes sur la vente de livres sur le App Store Canada. Le livre s'est trouvé en première position, même si dans le top 200, c'était le seul livre francophone. Fait que ça, j'étais vraiment content. Ce que j'ai vraiment moins aimé, par contre, c'est d'être lié à Apple. Et puisqu'on avait développé une application sur mesure pour Apple, un an après la sortie du livre, quand ils ont modifié leur iOS, en fait, avec les mises à jour, quand ils sont passés à un iOS supérieur, le livre est devenu n'était plus compatible. Donc là, ça m'a créé vraiment un grand dommage parce que les gens qui avaient déjà acheté le livre se faisaient dire contactez le développeur, le livre n'est plus à jour. Donc, ils me contactaient moi, puis moi, je n'avais pas l'argent pour
redévelopper le livre. Alors, le livre a donc eu une durée de vie de 1 an et demi, ce qui est terrible parce que dans le milieu du livre papier, tu sais, mon livre, un livre papier dans 100 ans, les pages vont peut-être être jaunies, mais au moins il sera encore là. Donc, dans un deuxième temps, même si le livre s'était démarqué en étant finaliste au prix Numix et au Apps Awards en France et récipiendaire d'un prix Boomerang, j'ai quand même décidé de plus m'adonner de plus être le victime de Apple. Donc, j'essaie de trouver d'autres voies. Là, cette fois-ci, puisque j'avais gagné des prix et tout ça, une certaine reconnaissance, j'ai dit, OK, bien là, le premier projet, je l'ai fait vraiment à la mitaine, tout seul. Pour le deuxième projet, j'aimerais ça. Je suis allé voir les grandes boîtes de Montréal. Euh, Là, vous ne voyez pas très bien l'image, mais je vais vous l'expliquer. Dans le fond, je suis allé voir Turbulent, qui est une grande boîte qui crée des web-séries, des jeux vidéo, des campagnes de sociofinancement qui dépassent les millions de dollars. Je suis allé les voir avec plein de confiance innocente, puis mon prix Boomerang. Puis là, j'ai dit, écoutez, je veux développer un gros projet avec vous cette fois-ci. Je ne veux plus être indépendant. On va faire quelque chose de gros. Puis la boîte a embarqué, ils ont dit, OK, on va créer un projet, puis ensuite, on va aller chercher le financement. Donc là, on a développé vraiment un livre à partir d'un roman que j'avais déjà écrit, un livre qui est vraiment interactif. Donc, les choix des gens, le choix du lecteur avait vraiment une incidence sur le reste du roman. Il y avait des qualificatifs qui changeaient selon les choix. Les ambiances sonores, les fonds visuels, ça devenait plus lourd ou plus léger en fonction des choix comme ça. Et il y avait des scènes qui étaient carrément en réalité virtuelle. Je voulais expérimenter la réalité virtuelle, mais pas juste en bonbon. Je voulais vraiment que la réalité virtuelle apporte des éléments concrets à l'histoire. Donc là, quand on parlait de réalité virtuelle, bien là, il y avait le box en carton qu'on pouvait mettre notre téléphone cellulaire. Puis bien sûr, si la personne avait un casque de réalité virtuelle, finalement, ça ne s'est pas développé tant que ça. Ce n'est pas devenu si populaire qu'on en a tous à la maison. Ou sinon, avec une tablette, on pouvait faire le 360. Mais ce que j'ai appris en voulant m'associer à une grosse boîte comme ça et en ayant une équipe de 10 personnes qui étaient des génies qui travaillaient avec moi, le projet a été budgété à 250 000 $. Et là, on est allé aborder le Fonds des médias canadiens. On a dit, on a un super projet, on a besoin de 250 000 $. Et le Fonds des médias canadiens, il offre des bourses jusqu'à 1 million, mais c'est sous la forme de prêt. Donc, théoriquement, on doit rembourser notre bourse à même nos profits. Mais là, c'était quelque chose de gros. Les gens de Turbulent me disaient, écoute, on va t'engager à travailler sur ton propre projet, tu vas faire 60 000 $ par année, ton livre il va être partout à travers le monde, il va être en anglais, français, puis c'était malade. Tu sais, là, pendant quelques années, j'ai vraiment visualisé pour vrai de m'acheter un auto de luxe. Mais la réponse du Fonds des médias canadiens a été que malheureusement, même si le projet était dans le top 10, etc., le Fonds des médias canadiens nous a dit qu'il privilégiait les jeux vidéo et les films d'animation. Cette année-là, donc, le livre n'a pas été choisi. Puis là, je me suis questionné, c'est quand que les livres vont être privilégiés par le Fonds des médias canadiens qui vise théoriquement le remboursement des prêts? Bien, ça ne sera jamais, tu sais, les livres comme ça, dans le marché surtout qu'on a, ça ne sera jamais rentable au point où on va pouvoir faire 250 000 $. Donc là, ce qui est arrivé avec ce projet-là, même si ça a pris 1 an de développement et tout ça, c'est qu'il est tombé. Il a avorté complètement. Et moi, ça m'a brisé le cœur parce que dans d'autres types de projets, je pouvais dire, OK, j'avais rêvé de ça, finalement, ça ne marche pas, on va le faire un peu plus petit, mais finalement, ce projet-là est tombé à zéro. Donc là, je suis retourné à la table à dessin, puis j'ai dit, OK, il faut que j'arrive à faire des projets qui soient autonomes, puis que peu importe le budget, que j'arrive au moins à un but, tu sais, au moins à diffuser mon projet. Donc, cette fois-ci, je suis allé voir le Conseil des arts et des lettres du Québec. J'ai demandé une bourse de recherche et création. Et avec cette bourse-là, j'ai pu m'associer justement à Miss Pixel que vous avez vu en première partie. Et à travers un livre que j'avais écrit suite à une expérience au Guatemala, on a décidé cette fois-ci de faire un livre, non d'inventer une application, mais de se baser sur le langage le plus populaire. Donc, le format EPUB, c'est ça qu'il faut que je dise EPUB, hein, Myriam, je le prononce mal sinon. Fait on s'est basé sur le langage le plus populaire, puis là, on s'est dit, OK, peu importe les mises à jour, peu importe les nouvelles technologies, vu que la majorité des livres numériques sont dans ce langage-là, mais les compagnies n'auront pas le choix de s'adapter au langage.
Donc, même si on était en EPUB, avec les EPUB 3, on a pu ajouter, mais Isabelle, elle a pu ajouter une certaine couche d'interactivité justement au livre. Et évidemment, c'était vraiment un plaisir de travailler avec Isabelle. Tu sais, son visuel, sa façon de concevoir les livres et tout ça, c'était merveilleux. Elle a pu insérer des petites animations, des petites interactions. Là, on était loin de mon rêve de livre avec réalité virtuelle, mais au moins, c'est un projet qui, avec un peu de budget et beaucoup de passion et beaucoup de travail, qui a pu se rendre à bout et qui a pu être distribué. Donc, c'était des petites interactions comme ça qui rendaient la lecture plus agréable, plus interactive, etc. Mais encore une fois, je me suis buté au problème que les gens me disaient, OK, le contenu numérique qui m'intéresse, les animations enrichissent la lecture, OK, on a l'impression d'être là, c'est sympathique, mais la lecture d'un livre au complet de 250 pages ou plus sur un écran, ça nous plaît moins. La majorité des gens à qui je parlais étaient rebutés un peu ou ça leur plaisait vraiment moins de lire un livre sur un écran par rapport au papier. C'est ça qui est, évidemment, les livres numériques, s'il y a peu de texte ou moins de texte, si c'est une nouvelle, ça peut passer mieux, mais pour un livre vraiment très chargé en texte, bien là, c'est effectivement un obstacle. Donc là, cette fois-ci, j'ai essayé de voir comment on pouvait sortir de l'écran, en fait, comment on pouvait, même s'il a été encore bien reçu par la critique, en tant qu'écrivain, si quelqu'un me dit « Ah, j'ai vraiment aimé ton livre, mais j'ai moins aimé lire le texte », c'est comme un échec quand même. Donc, c'est vraiment, mon but, c'était de revenir au papier, mais de trouver une façon d'intégrer les animations, un contenu multimédia qui viendrait enrichir la lecture, puis plonger les lecteurs dans les différents pays visités. Et c'est là que, justement, encore une fois, dans mon idée de faire un projet, mais de m'assurer qu'il puisse se rendre à bout, encore une fois, je suis allé chercher une subvention pour essayer de créer une cellule de création autonome, donc d'avoir le financement avant la réalisation du projet pour me permettre de m'assurer qu'on irait à bout, peu importe le résultat final, qu'il soit plus grand ou plus petit que ce qu'on espérait, mais au moins qu'on s'y rende. Et c'est là qu'on a fait le livre Tracé de voyage. Comme vous avez vu dans la petite présentation de la Fabrique culturelle, c'est 20 ans de voyage en 20 chapitres sur 20 pays. Et cette fois-ci, on a décidé d'utiliser la réalité augmentée. Donc, ça serait notre façon de revenir au papier, mais d'intégrer les animations multimédia à même le papier. Donc, on allait chercher le meilleur support pour le texte et le meilleur support pour le contenu multimédia. Mon but un peu thématique, c'était aussi de le publier en 2020 pour que ce soit 2020 et qu'il y ait des vins partout et qu'à la fin, je boive du vin au lancement. Mais ça ne s'est pas réalisé à cause de la COVID. Et cette fois-ci, on est vraiment. Je me suis créé comme une espèce de petite PME, dans le fond, en m'associant encore à Isabelle Gagné, qui, c'était mon rêve de m'associer avec elle. C'est une génie par rapport à ça, par rapport au graphisme, par rapport au développement. Mon ami Marc Sauvageau, qui lui a tout fait la conception sonore. Et cette fois-ci, je m'associais aussi à XYZ, qui prenait en charge toute leur force, dans le fond, la création du livre papier. C'est ça qui était génial dans cette mini-cellule de création-là, c'est que chacun de nous pouvait aller vraiment dans nos forces et ça nous permettait de travailler vraiment avec nos passions. Même si notre budget était limité, on pouvait aller beaucoup plus loin. Donc, chacun était dans son élément. Alors que quand je parlais de Turbulent plus tôt, le responsable me disait, tu sais, avec Turbulent, dès qu'on part un projet, avec le chapeau qu'on a de la location de nos bureaux, tout ce qui est administratif, puis tout, on part déjà à 50 000 $. On n'a même pas commencé à créer le projet. Fait que nous, au moins, on était des petites fourmis, mais on travaillait dans nos passions. Donc, c'est là qu'on a créé cette espèce de bulle de co-création-là. Et entre autres, avec une espèce de symbiose de création qu'on a pu développer avec XYZ. Oui, merci Hugo. C'est un peu de la même façon qu'on a travaillé tout le long. J'arrive un peu sur le tard, mais pendant que la création est en train de se faire. C'est ce qu'on a fait pour Tracé de voyage. Donc, moi, je suis Myriam Caron-Belzile, je suis la directrice littéraire des éditions XYZ, qui est une maison d'édition avant tout littéraire, basée à Montréal. On existe depuis 1985, on a quelques 400 titres au catalogue, beaucoup des romans, un peu des essais.
à l'occasion aussi des récits, dont des récits de voyage, dont ceux de Jean Désy, par exemple. Alors, quand Hugo m'a présenté son projet, moi, ce que j'y ai vu d'abord, c'est un livre, évidemment, c'est un texte. Pour moi, c'était pas intéressant d'embarquer dans un projet comme ça si le texte n'était pas fort, et c'était le cas. Donc là, j'étais devant un texte qui était intéressant, j'avais un potentiel de faire un livre papier en soi, ce qui aurait ramené Hugo un peu à la même proposition que ce qu'il avait fait avec Triptyque à l'époque avec le vendeur de Goyave. Mais on l'a vu un peu plus loin, un peu plus richement, parce que j'avais aussi cet intérêt-là pour le volet numérique. Et le fait que lui arrive avec sa cellule de création et avec une vision créative claire, qui ne nous demandait pas de prendre en charge un développement de storytelling ou un développement de technologie, ben, ça rendait ça absolument réaliste pour une maison d'édition comme la nôtre, qui est quand même une maison d'édition considérée comme petite à moyenne. Tracé de voyage, le défi, c'était entre autres la ligne du temps de la création, du développement. Mais avec ce avec quoi il nous arrivait, Hugo m'a rapidement mis en confiance. C'est sûr le fait qu'ils aient déjà eu une collaboration avec Miss Pixel, qu'ils aient déjà mené un projet à bien ensemble, qu'ils aient arrivé à mettre en marché ce projet-là, contribuait à me faire dire que oui, on avait les outils en main pour arriver à un livre à l'intérieur d'un an environ. Le manuscrit m'a été présenté à l'automne 2019, ce qui nous laissait environ un an pour faire l'édition des textes. Les manuscrits étaient heureusement déjà complets. Il y avait une sélection à faire pour ramener ça à 20 textes et un peu d'édition à faire pour affiner, parce que c'est notre rôle d'éditeur. Ensuite, révision linguistique, graphisme, montage et intégration des animations. Rapidement, le projet a été clair au niveau des illustrations créées par Miss Pixel qui allaient s'intégrer dans le livre. La question était un peu de savoir comment elles allaient s'intégrer et comment elles allaient être déclenchées. Hugo, si tu veux aller à la prochaine slide, s'il te plaît. Moi, j'avais une certaine expérience par le passé en termes de développement, en termes d'accompagnement éditorial de création numérique. D'abord parce que j'avais travaillé chez Québec Amérique pendant 10 ans avant d'être chez CYZ et que j'avais eu l'occasion à cette époque de travailler sur des ouvrages de référence comme le dictionnaire visuel, comme le corps humain visuel aussi, qui ont été déclinés en application. Le multidictionnaire de la langue française également, qui a été un site web, qui a été par abonnement, qui a été un logiciel et qui a été une application. Il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à quels sont les comportements des lecteurs. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui plaît? Qu'est-ce que les gens sont prêts à poser comme geste quand on leur propose un contenu numérique qui vient s'ajouter à un contenu papier ou qui vient s'offrir en option à un contenu papier? Est-ce que les gens vont réellement acheter deux produits, par exemple? Un dictionnaire visuel papier plus l'application. Ça dépend. Ça dépend de l'ergonomie, ça dépend du confort d'utilisation, mais on va vraisemblablement avoir un bien meilleur potentiel pour le développement numérique qu'on a fait si on en fait une intégration très, très harmonieuse. C'était donc un objectif qu'on avait dès le départ avec Tracé de voyage, et c'est ce qui pour moi le rendait aussi intéressant de me dire que le lecteur qui allait avoir le livre entre les mains de la lectrice et qui allait plonger dans sa lecture de ces récits de voyage-là pouvait vivre une expérience complète et satisfaisante en lisant le livre de A à Z et en consultant les illustrations qui allaient ouvrir les chapitres. On vous en parlera un petit peu plus tard. Mais le lecteur ou la lectrice plus curieuse, qui serait intéressé à aller plus loin, à s'amuser avec la réalité augmentée, à réfléchir aussi sur le geste qui est posé en voyage, avec la prise de photos, avec le cellulaire, qu'on a tous intégré dans nos habitudes de voyage. On vient tous avec des nouvelles séries de photos à trier en revenant, voire même à trier en live le soir. Allait pouvoir le faire, allait pouvoir aller plus loin et bénéficier de ça gratuitement. Il fallait évidemment qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires pour les lecteurs et les lectrices pour aller plus loin. Par exemple, pour des gens qui allaient emprunter le livre en bibliothèque, on ne peut pas leur demander d'acheter une application qui serait complémentaire. Ça, donc, ça allait faire partie des choix. Ce développement d'applications-là complémentaires qui permettent de déclencher de la réalité augmentée, je l'avais connu aussi chez Québec Amérique en développant en partenariat avec l'équipe du Diamant et du Théâtre du Trident le livre de Robert Lepage, 887, dérivé de la pièce du même nom, qui était une version illustrée du livre, grand format, à couverture rigide, avec toute une série d'animations en réalité augmentée qui était créée en cohérence avec le texte et avec la pièce. Pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui l'ont pas vu, pendant la pièce, Robert Lepage va utiliser à plusieurs reprises son cellulaire pour nous le présenter comme une extension de la mémoire, comme une possibilité d'enrichir la mémoire, d'aller devenir des espèces d'humains hybrides et augmentés. Donc, le fait de proposer aux gens qui ont vraisemblablement vu la pièce, qui lisent le livre, d'utiliser leur cellulaire pour revivre des instants de la pièce,
réentendre des ambiances musicales, voir des ambiances animées, sonores, qui venaient chercher l'émotion et le sentiment qu'ils avaient connu en visionnant la pièce. Ça faisait sens. C'était un comportement qui était organique pour un public qui va être déjà sensibilisé aux exploits technologiques de Ex Machina, qui va être déjà intéressé aussi à compléter une œuvre artistique qui est complète en soi par une dimension technologique. Donc, Moi, j'arrivais un peu avec ces expériences-là. Oui, Hugo? je veux juste t'interrompre, mais je veux juste lancer des fleurs à toute l'équipe de Topo. Justement, quand je disais tantôt là, le sentiment d'imposteur, le sentiment qu'on n'est jamais à la dernière page, on n'est jamais à la page des développements technologiques. Moi, toute cette idée-là de développement de réalité augmentée, je l'ai découverte, je l'ai imaginée suite à une rencontre chez Topo où justement on a présenté le livre 887. J'étais venu présenter un peu ma démarche avec le vendeur de goyave, je pense, puis il avait présenté 887, puis là, c'était comme si ça commençait à se mettre en place, là, mon idée de revenir au papier, puis d'intégrer les animations avec la réalité augmentée. Puis là, tu sais, comment que la vie est parfaite, finalement, le futur m'apporte à travailler avec celle qui était responsable, entre autres, du développement de ce livre-là. Donc, c'était génial. Oui, ben la présentation a été faite par Philippe Collard, si je ne m'abuse, qui était responsable du volet technologique de ce projet-là chez Topo. Philippe, qui était un super allié aussi dans cette réflexion-là et qui a relevé bien les défis et qui m'a, lui, formé sur l'idée de la méthode agile, qui nous a amené à nous poser rapidement les questions premières pour dire quel est l'objectif principal, quelles doivent être les possibilités pour les utilisateurs de ce qu'on est en train de créer et comment le rencontrer de façon efficace. Et donc, on est allé par itération comme ça. Le développement de l'application qu'on a fait native chez Québec Amérique à l'époque pour ce livre-là a été extrêmement exigeant. On a demandé beaucoup de ressources de la part de Québec Amérique, ce qui était potentiellement justifié à la fois par le potentiel de rayonnement de Robert Lepage et du livre 887, par la possibilité de vendre éventuellement autant le livre que l'application en droits internationaux, mais c'était aussi la possibilité d'en faire des déclinaisons avec d'autres ouvrages, puisqu'il y avait des ouvrages de référence au sein du même catalogue. Ça a été cependant un peu l'occasion de vivre les mêmes écueils que Hugo a rencontrés dans ses propres productions, c'est-à-dire que rapidement, l'application a été obsolète. Ça a d'abord été très difficile d'obtenir l'approbation de Apple sur nos premières versions d'application, puisqu'il y avait des limitations au niveau de, je ne sais pas si ça existe toujours, mais au niveau de cette application ne peut être utilisée qu'en ayant acheté un produit, ce que Apple ne voulait pas à l'époque. Donc, il fallait qu'il y ait une possibilité pour les gens qui avaient l'application de consulter quand même les contenus en réalité augmentée s'ils n'avaient pas le livre, ce qui est un peu absurde puisqu'il n'y a pas vraiment d'utilité ou d'intérêt pour les utilisateurs à ce moment-là, mais c'était une exigence d'Apple, donc on a dû trouver une façon que ce soit possible. Donc, beaucoup de travail, beaucoup d'itérations, finalement l'approbation, lancement, beau succès d'estime, belle revue de presse, mais relativement peu de rayonnement, peu de présence en librairie parce que on n'avait pas fait la démarche de pédagogie. On va en parler plus tard du côté pédagogie. Et rapidement, obsolescence de l'application et des intérêts à l'idée de refaire un nouveau développement pour une nouvelle mise en marché. Ça ne faisait plus sens à ce moment-là. Voilà. Et j'ai aussi pris part à différentes activités organisées par le Jam 360 dans le cadre du Salon du Livre, où on était amené à échanger puis à idéer entre gens du livre sur ce qui pouvait être fait pour que le numérique vienne bonifier l'expérience de lecture. Donc, un peu comme Hugo l'a dit tout à l'heure, il y a la possibilité, oui, de transposer carrément le livre en format numérique. Quand on a parlé de EPUB 3, Isabelle en a parlé aussi, Jimmy en a parlé aussi dans son intervention à la fin de la présentation précédente. C'est possible, mais est-ce que c'est quelque chose que les gens souhaitent réellement faire? Et c'est là qu'on a toujours l'espèce de tension. Ça peut être un comportement qu'on peut créer, mais ça doit être un comportement qui correspond à un besoin ou à quelque chose qui n'est pas rempli par autre chose. Donc, en l'occurrence, si on parle d'un collectionneur qui veut accumuler des livres, le livre papier, il répond parfaitement bien. Donc, on n'y répond pas là, en créant un nouveau livre à collectionner. On peut avancer, Hugo, peut-être une autre slide. On a reculé de une pour avancer de deux. Excusez-moi. Ah mon Dieu, là, je viens de prouver que je suis pas bon en technologie. Qu'est-ce qui nous inspire, dans le fond, là-dedans? Moi, j'ai mis ici 3 de mes livres dont vous êtes le héros préféré. You're a Cat, You're a Kitten et You're a Cat in a Zombie Apocalypse, qui sont des créations d'un artiste montréalais en mode auto-édition. J'aurais pu mettre bien des légendes de dragons aussi, c'est un choix personnel. Dans un roman dont vous êtes le héros, ce qu'il faut créer, c'est des bons moments où le lecteur a envie de faire un choix.
Si on crée des choix ou des actions à des moments où le lecteur ou la lectrice aurait envie de poursuivre son expérience de lecture, il va y avoir une insatisfaction, il va y avoir une frustration et rapidement le livre va être mis de côté. Et on va préférer lire des livres sans ces interventions-là. Donc, ici, il y avait ce petit défi-là de dire quel pourrait être le comportement que désirait faire un lecteur, une lectrice de récit de voyage et comment le lui proposer de la façon la plus simple et la moins coûteuse et la plus fluide possible. On va avancer d'une slide, Hugo. Je vous propose, entre autres, ici, on n'a pas eu besoin de le faire parce que le projet était déjà réfléchi, mais si vous êtes en conception et en réflexion sur ça, sur ce sujet-là, de comment intégrer de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle ou de l'animation à l'intérieur de nos récits, vous pourriez être intéressé par cette lecture-là, Crafting for Virtual Reality, pardon. Il est question de réalité virtuelle, mais aussi de réalité augmentée dans ce livre-là, parce que c'est toute une autre démarche de création. C'est une réflexion en soi de dire que veut dire mon élément de réalité augmentée, mon élément de réalité virtuelle dans ce récit-là. S'il est écrit « Le ciel est bleu » puis que tu me montres un ciel bleu, qu'est-ce que tu m'as apporté comme expérience supplémentaire? Quelle est la plus-value? Si tu me dis « Ils s'embarquèrent sur un bateau et prirent la mer » et que tu me montres une vidéo où tu vois un bateau qui s'éloigne, mais j'ai pas envie de lire ça, moi je suis dans l'action, je veux savoir est-ce qu'il va y avoir une tempête ou des sirènes. Donc, il faut penser en termes de création harmonieuse des éléments, d'une intégration heureuse qui va permettre d'offrir une plus grande richesse de contenu au lectorat. On peut avancer d'une autre slide, vous. Sourcil. Donc, pourquoi la réalité augmentée? À part pour le clic. Parce que j'ai mis à part pour le clic un peu en blague, mais en réalité aussi, parce que j'en ai entendu des gens dire « Ah oui, moi j'ai un projet de livre, j'aimerais ça avoir de la réalité augmentée. » Pourquoi? En quoi ça fait sens par rapport à votre projet? C'est vraiment important que ça fasse sens. Si c'est une histoire de chat, fait que ce serait le fun de voir des vidéos de chats, non. Les gens vont aller voir des vidéos de chats sur YouTube après avoir fini leur lecture. Donc, il faut que ça soit quelque chose de plus. Je prends l'exemple de la boîte à Python. Véronique Fontaine avait fait une présentation il y a quelques sessions là-dessus. Moi, je trouve que leur application qu'ils avaient développée était extraordinaire. J'en suis une grande fan. Je l'ai achetée sur plusieurs iPads quand je gardais ou supervisais des enfants. Parce que je trouve qu'elle offre réellement un complément à l'expérience de lecture qui est celle de la lecture avec les parents. Cette application-là qui permet aux enfants de revisiter à volonté des albums jeunesse, d'entendre l'histoire, d'enregistrer leur propre version de l'histoire, de recréer l'histoire avec les éléments graphiques. Ça vient compléter l'offre de lecture de façon magnifique. Il y a eu le problème de la monétisation et Véronique l'a bien expliqué. Et c'est vrai, ça revient aussi à ce que Hugo disait tout à l'heure par rapport au seuil psychologique au niveau de l'achat. Ce qui est fou, parce qu'on se dit, le livre duquel l'application est inspirée vaut 20 $, et là, on développe un énorme contenu, un énorme produit en plus, et les gens s'attendent à payer moins. C'est un comportement, c'est une attente qui a été induite par la somme des contenus gratuits, mais il y a une comparaison de qualité aussi, qui relève encore une fois de la pédagogie, puis on va revenir un petit peu. Donc, pourquoi la RA? Parce que ça permet d'offrir des contenus complémentaires qui enrichissent la lecture, donc pas banane, et pas non plus quelque chose de complètement à côté qui vient rompre le reste de lecture, parce que c'est cohérent avec ce qui est proposé en lecture. Donc, dans le cas de Tracé de voyage, par exemple, on nous amène dans des univers étrangers. On est assis sur les épaules de Hugo qui nous parle de ses expériences, de l'étrangeté aussi. Les mots qu'on comprend pas, les sons étonnants, la musique, le bruit du trafic, le bruit du marché public. Ce sont des choses dans lesquelles on s'immerge déjà par la lecture, mais que la réalité augmentée peut venir susciter différemment aussi en allant chercher d'autres sens. Donc ici, ça faisait sens, oui. Parce qu'on s'adresse à un public qui est intéressé. Ça aussi, c'est important. Si vous essayez de créer un comportement, essayez de vous adresser à un public qui est potentiellement intéressé. On disait tantôt qu'il y a beaucoup plus d'offres en contenu jeunesse pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle. C'est pas étonnant. Les enfants sont tellement familiers avec l'utilisation de la technologie, des cellulaires, des iPads. Ça en est une extension de leur geste du quotidien. Ils vont avoir le réflexe spontané d'essayer de flipper une image quand tu leur fais lire un livre papier. Je l'ai vu. Dans le cas apprécié, mais enfin, c'est une autre histoire. Que pour eux, c'est pas étrange de dire si tu touches l'image, le chat va bâiller. À la limite, c'est pas si différent des livres à tirer qu'on leur offrait déjà. Par contre, d'amener ce comportement-là chez un public adulte, c'est un défi.
de l'amener chez un public adulte friand, par exemple, de romans d'horreur, peut-être qu'il y a un potentiel si on fait appel au code de genre. De faire, dans le cas des lecteurs de voyage, ben, on a des gens qui fréquentent beaucoup des sites, qui visitent des blogs, qui visionnent des documentaires, des séries télé, où ils recherchent cette interactivité-là. Hey, j'avais pas fini mon énumération, j'ai perdu mon écran. Pourquoi? Donc, ça, ce sont... Non, on est un trop loin. OK, on est revenu. Donc, pensez en fonction de votre lectorat et de ce qu'ils recherchent comme type de contenu, comme type d'expérience, pour être capable de leur faire simplement et uniquement le pas d'employer leur appareil mobile pour aller chercher un contenu que autrement ils rechercheraient déjà. Ensuite, la dernière raison que j'aurais à vous donner, ça c'est ma proposition à moi, là, c'est cette liste de 4 items-là. Vous pourriez faire les propos, mais sur la base des expériences de Hugo et des miennes, je dirais qu'il faut que le contenu numérique créé puisse être exploité dans d'autres contextes. Développer tous ces contenus-là, tous ces items-là, il y en a été question, entre autres, dans un balado que j'avais écouté du Fonds des médias canadiens, que j'avais trouvé très intelligent. Si c'est pas un balado que vous avez déjà écouté, je vous le recommande fortement. Ça s'appelle... je reviendrai dans les commentaires à la fin. On crée des items, on crée des contenus. Ils peuvent être accessibles à travers le livre, mais on voudrait qu'ils soient accessibles à travers d'autres moyens aussi. Dans le cas de Hugo, encore une fois, ça faisait sens parce qu'on a affaire à un conférencier, à une petite PME, comme je le disais, qui va proposer des conférences, qui va proposer des animations, qui va proposer des expositions. Et on a une graphiste, une créatrice visuelle, Miss Pixel, Isabelle Gagné et Marc Sauvageau, qui sont capables aussi de s'adapter et qui connaissent ces différents usages-là, qui vont donc être capables de extraire les contenus numériques qui sont ceux du livre et de les adapter à d'autres médiums. Et c'est un peu là aussi que notre modèle de partenariat était particulièrement heureux. Parce que pour une maison d'édition comme XYZ, de développer une offre de conférences dans des bibliothèques, ce n'est pas notre mandat. Ce n'est pas notre mission d'affaires qui est de mettre des livres en marché et de faire connaître ces livres-là, ce qui est suffisamment exigeant pour l'équipe qu'on représente. Donc, on aurait pu le faire, on aurait pu l'afficher sur notre site, mais est-ce qu'on en aurait fait le même développement? Est-ce qu'on en aurait fait le même travail d'exploitation? Pas nécessairement. Et s'il avait fallu partager les revenus de ces efforts-là entre la cellule de création et la maison d'édition, ça n'aurait pas été rentable. Ça n'aurait pas été intéressant non plus pour Hugo de faire la prestation de ces animations-là. Donc, comme il nous arrivait avec ces contenus, au fond, son manuscrit qu'il nous proposait comportait à la fois le texte et les éléments visuels et audio qui allaient être accessibles par réalité augmentée. C'était tout ce manuscrit-là que nous, on signait pour publier. L'usage qui nous est accordé par le contrat est celui à l'intérieur du livre. Tous les autres usages, Hugo et son équipe en restent maîtres. Ça, c'est une formule qui s'est avérée gagnante pour nous. Vous allez le voir un peu plus loin de les façons dont on a pu le décliner. Donc, à plusieurs égards, ça a été avantageux de l'aborder comme ça. Si on avait dû, chaque fois qu'il y avait une utilisation prévue par Hugo, faire une lettre d'entente, faire une session de droit, je pense que ça aurait ralenti la machine et vraisemblablement, la plupart de ces occasions-là auraient pu être manquées. Donc, on a fait le choix de travailler chacun dans nos zones d'expertise. Et l'avantage pour nous que Hugo en fasse ces exploitations-là à l'externe, c'est le rayonnement. Un des grands défis d'un livre, et particulièrement d'un livre où on demande un comportement particulier au lecteur, c'est de le faire connaître. De faire connaître le plaisir qu'on va avoir aussi avec ce type de lecture-là. Et ce que fait Hugo en le vulgarisant, en présentant à des élèves dans des classes, en présentant à des publics de bibliothèque, en présentant dans des conférences, c'est un énorme travail de promotion et de pédagogie au niveau du livre. Donc, on avait un avantage à ce côté-là de lui laisser champ libre avec ses contenus qui ne nous privent absolument pas d'un public. On peut avancer d'une slide, Hugo. Et donc, on arrive à la rencontre de deux visions pour une formule synergique de création. Dans le modèle traditionnel, l'auteur crée un manuscrit, l'éditeur va à l'accompagnement éditorial, à la production, la création de littérature esthétique, mise en marché, promotion. Ce qui s'ajoute ici, c'est que l'auteur a assemblé son équipe de création numérique, développé des contenus de réalité augmentée accessibles, notamment grâce aux livres. Les constats qui nous ont menés à ça, c'est que les éditeurs ont tendance à faire ce qu'ils font le mieux, des livres.
Les amener à explorer des avenues novatrices, c'est pas simple, surtout pour un jeune auteur. Hugo nous en a parlé tantôt quand il parlait de l'idée du CD-ROM, ou quand il parlait même de l'application, où on a, nous, nos propres contraintes au niveau de la commercialisation et du développement. Donc, en étant maître, il pouvait aller beaucoup plus loin de ce côté-là. Le constat numéro 2, c'est que le contenu développé pour de l'ARA va atteindre son plein potentiel juste si ça rayonne. Donc, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. L'autre élément qui est à tenir en ligne de compte aussi, c'est que Hugo et Miss Pixel et Marc ont eu une très grande latitude artistique au niveau de la création de ce qu'ils souhaitaient faire. Ça tient entre autres au fait, Hugo le disait tantôt, quand on a peu de budget, il faut qu'on soit passionné, il faut qu'on sente qu'on est en train de créer une œuvre qui nous correspond, qui répond à nos ambitions artistiques. Et ça voulait dire aussi que de notre côté, on n'avait pas de... On a pu les accompagner, on a pu réfléchir avec eux au niveau de ce qui allait venir se présenter à l'intérieur du livre. Bien sûr, s'il y avait eu quelque chose à quoi on se serait objecté, soit pour une raison de droit d'auteur ou de contenu problématique qui aurait été présenté, on aurait pu en parler. On est dans une équipe synergique. Mais c'était eux qui étaient responsables de ça, donc c'était eux qui avaient la liberté de ça aussi. Ça, je pense, a occasionné une plus grande liberté de création pour vous, Hugo. Je ne sais pas ce que tu en penses. De l'autre côté, il y avait la possibilité pour Miss Pixel et pour toi d'interagir au niveau de la réflexion graphique du livre, parce que ça prenait une harmonie entre les deux compositions. Tout à fait. Tu sais, je pense que justement, le fait qu'on était chacun dans nos forces, ça nous permettait d'aller dans nos passions, d'aller encore plus loin, mais on avait quand même l'impression d'être dans une équipe. On pouvait se commenter un l'autre, se donner des pistes de réflexion, des commentaires, mais en même temps, en sachant que moi, par exemple, je peux faire un commentaire sur la mise en page, mais je sais que c'est l'équipe de Myriam qui est l'experte là-dedans. Myriam peut faire un commentaire sur l'illustration, mais en sachant que quand même l'avis d'Isabelle a des chances d'être plus, pas valable, mais elle a un œil aiguisé pour ça. Oui. Donc, je pense qu'il y avait vraiment une belle synergie à ce niveau-là. Et ça nous a rendu très efficaces aussi. Ça fait en sorte que tout a pu être développé un peu en parallèle. On voit ici les principales étapes du projet. Les phases 1 et 2, ça a été fait avant de même la rencontre entre nous, mais après ça, 3, 4, 5, 6, là, ça s'est fait ensemble et ça s'est fait en parallèle. Donc, plutôt qu'avoir la création du texte de notre côté, puis nous, on s'attarde seulement à l'élément graphique une fois qu'on aura fini le texte, mais le graphisme commençait à se développer dès qu'on a arrêté la table des matières, confirmer le nombre de pays, confirmer le nombre d'illustrations, que Isabelle a pu prendre connaissance des textes et donc voir qu'est-ce qui seraient les éléments inspirants au niveau visuel. Ça a commencé. Donc, ça a permis qu'on arrive en fin de parcours avec des contenus, un texte pré-monté, des illustrations prêtes à être intégrées, et ça a permis la rencontre, l'arrimage de ces éléments-là rapidement. Donc, test graphique, test de viabilité au niveau de l'application, intégration, et donc la mise en marché n'a pas été retardée par des contraintes techniques comme ce que j'avais pu connaître par le passé pour d'autres développements. Donc, mon rêve que ça sorte en 2020 a fonctionné pour Oui. respecter le concept. Oui, ça s'est accompli, puis ça s'est accompli pour plusieurs raisons, mais beaucoup parce que tout le monde s'est investi à fond dans ce qu'il maîtrisait bien, et parce qu'on a eu une vision réaliste aussi, parce qu'on on a tablé sur ce qu'on savait qu'on était capable de faire, ce qu'on était capable de faire aussi à des prix raisonnables. Parce qu'il n'y a pas de slide dédié spécifiquement à ça, mais la fixation du prix d'un livre, c'est un peu comme l'application, il y a des seuils psychologiques, il y a des prix que les gens ne sont pas prêts à débourser. Et de dire aux gens que le livre devrait être payé plus cher parce qu'il donne accès à de la réalité augmentée, c'est parier sur le fait qu'ils sont conscients et déjà sensibilisés à la plus-value que ça représente. C'est pas le cas. Donc, on pouvait pas dire, on va vous vendre le livre 30 $, mais vous avez eu 20 expériences de réalité augmentée. Ce n'était pas possible. Il fallait qu'on arrive à proposer quelque chose qui allait être à l'intérieur des prix du marché pour des livres d'une longueur comparable. Donc, le choix, par exemple, que les illustrations allaient être en noir et blanc, allaient être imprimées sur le même papier que le texte. Ce qui avait en même temps quelque chose qui était intéressant au niveau artistique, qui était organique, parce que c'était un carnet de voyage. C'était un carnet de notes qui courait d'un côté à l'autre. Et ça augmentait l'effet de magie quand on voit les animations de réalité augmentée qui se superposent en couleur aux illustrations. Mais là, il y a comme quelque chose d'incroyable qui se passe parce que c'est quelque chose à quoi on ne s'attend pas quand on regarde une illustration en noir et blanc. Ça a été aussi le choix de l'utilisation d'une application. Puis là, on va en parler de Artivise pour faire l'intégration des animations. Donc, pas perdre de vue la destination, ça a été une de nos forces, d'être capable de faire ça en travaillant ensemble comme ça en équipe, en travaillant aussi
avec l'expérience de ratage, avec l'expérience d'erreurs passées de part et d'autre. Ça nous a permis de nous dire ce qu'on veut faire avant tout. Et ça, on s'est entendu dès le départ, avant de signer le contrat là-dessus avec Hugo et moi. Tu peux pas présumer que tout le monde a la même vision. Et c'est important qu'on ait la même vision pour ramener tout le même bord. On voulait offrir une expérience de lecture riche. Donc, un contenu littéraire de haute qualité, un plaisir de lecture, et ensuite manifester une vision artistique à travers des éléments de réalité augmentée qui allait venir créer une magie à l'intérieur de l'expérience de lecture qui nous fait un feeling un peu à la photo dans les journaux de Harry Potter ou quelque chose qu'on pense fixe s'anime. Donc, jouer sur l'idée de la mémoire, sur l'idée de la désintégration, de la fragmentation de la mémoire, de la réactivation et de l'intensité de certains souvenirs. C'est ce qu'on voulait absolument faire et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et ça, vraiment, je salue Hugo, Miss Pixel, Isabelle Gagné et Marc Sauvageau parce que, wow, des créateurs qui sont capables de garder le focus comme ça sur la ligne d'arrivée, c'est de l'or. On va passer à la prochaine slide. Donc, au niveau du choix de la technologie, évidemment, c'était un dilemme qui se posait dès le début. Puis moi, j'avais eu mon expérience avec le vendeur de goyave où on avait développé notre propre application native et que, dans le fond, le développement de l'application, c'était juste le sommet du iceberg. C'est de la garder vivante à travers les multiples mises à jour et le temps qui devient le vrai défi pour chaque application. Tu sais, on voit beaucoup les différents conseils des arts dire aux organismes ou tout ça, alors faites un site Internet, numérisez-vous, on a une bourse pour le développement de ça, mais il n'y a pas la bourse qui vient avec pour la maintenance. Alors, on voit que la durée de vie est souvent très, très courte. Donc, moi, j'avais fait évidemment des applications. C'est sûr que mon rêve, ça aurait été d'avoir une application native quand même. Tu sais, c'est prestigieux, tu as ta propre application, tout ça. Mais déjà dans les soumissions que j'allais chercher, tu sais, on parlait d'un 50 000 à 100 000 donc c'était presque 5 fois le budget que j'avais. Il y avait un membre de l'équipe, Marc Sauvageau, lui, qui travaille avec la réalité augmentée dans les écoles depuis 2017. Il commençait déjà à expérimenter. Donc, il y avait une application qui s'appelait HP Reveal, qui était gratuite, mais tout de suite, on s'est rendu compte que l'expérience utilisateur était vraiment désagréable parce qu'il fallait se créer un compte, un mot de passe. Moi, je suis tellement tanné de créer des mots de passe. J'ai comme 200 milliards de mots de passe. Et une fois qu'on a notre compte et notre mot de passe, il fallait aller chercher le contenu, donc faire une recherche. Donc, tu sais, c'était tellement d'étapes. C'était vraiment pas intéressant. Puis finalement, mon Dieu, quel bonheur de ne pas avoir été avec eux parce que quelques mois après, ils ont fermé et tous les créateurs de contenu sur cette plateforme-là ont perdu leur contenu. Donc ça a été vraiment quelque chose qui nous a mis la puce à l'oreille de dire, OK, il faut que ce soit une étape qui est faite sérieusement. Il y avait Google AR, puis Apple aussi, qui ont leur propre plateforme de développement de réalité augmentée, mais qui sont très complexes au niveau de juste ne serait-ce que la programmation ou la plateforme. Donc là, encore là, il aurait fallu ajouter, ça dépassait nos compétences, donc il aurait fallu ajouter un programmeur à l'équipe et c'est des budgets malheureusement qu'on n'avait pas. On a expérimenté aussi avec le code QR qui aurait été possible, qui aurait pu renvoyer par exemple à une vidéo YouTube, puis tu sais, ça aurait été un peu la version de cheapo, si on peut dire. Ça aurait fonctionné pareil, mais ça dénaturait vraiment l'œuvre visuellement d'ajouter un code QR dans le livre. Tu sais, on voulait un livre vraiment épuré qui rende hommage aux illustrations d'Isabelle. Il y avait une autre application qui s'appelait iJack qui, elle aussi, fonctionnait avec un code QR. Donc, il fallait filmer le code QR et ensuite revenir à l'application. C'était une option qu'on a peut-être considérée quelque temps, mais finalement, on a découvert l'application Artivive. C'est une application qui est utilisée, qui vient d'Europe, en fait, qui vient d'Autriche et qui est utilisée par quelques musées, quelques galeries là. Et Artivive, c'est vraiment des jeunes qui ont parti ça et qui ont vraiment la mentalité de laisser l'application très accessible pour les artistes qui sont des créateurs de contenu, mais d'essayer d'aller trouver de l'argent au niveau des institutions. Puis en fait, c'est un organisme qui est tellement jeune qu'ils sont justement en train d'essayer des techniques pour rentabiliser leur développement, mais ils sont très sensibles à la réalité des artistes. Ils savent qu'ils ne pourront pas faire d'argent sur le dos des artistes. Les artistes, ils n'ont pas d'argent. Mais c'est une application. Moi, j'ai écrit application folle. En fait, j'ai découvert un peu plus à quel point
l'application fonctionne bien dans toutes les conditions d'éclairage, dans toutes les conditions de, même si on est de côté, etc., ça fonctionne très, très bien. C'est très, très facile au niveau de l'utilisation, autant au niveau de l'usager qui l'essaye qu'au niveau de la programmation. Nous, pour insérer les animations, tout ça, on n'avait pas besoin d'être un spécialiste. Et on s'est associé avec une application justement qui est utilisée, comme je le disais, par des galeries puis des musées en Europe. Donc, on s'est dit, bon, mais ça nous assure une certaine pérennité, si on peut dire, puisque c'est des grandes institutions qui l'organisent, qui l'utilisent. C'est sûr qu'au niveau de la pérennité, c'est toujours une question, mais on se dit, OK, la réalité augmentée, c'est quand même assez simple comme principe. Il y a une photo qui déclenche une vidéo, c'est aussi simple que ça un peu. Fait que même si l'application tombe, bien, notre contenu nous appartient, on pourrait le déménager sur une autre plateforme, mais on ne le souhaite évidemment pas. Juste Quand quelque je chose parle de par la... rapport à ça, c'est que ça nous a quand même posé des questions au niveau de où est-ce qu'on l'indique sur le livre? À quel point on Oui, le met de tout à l'avant fait. sur la couverture? Est-ce qu'on se contente d'un bandeau, mais qui peut être perdu ou abîmé, qui ne sera pas présent dans le cas des livres en bibliothèque? Est-ce qu'on le met dans les pages intérieures? Jusqu'où il faut aller donc pour informer les lecteurs de ce dont ils ont besoin pour accéder à la réalité augmentée, mais en même temps, pour ne pas nous obliger à donner une désuétude de la technologie, à pilonner le tirage complet. Donc, on a eu des questions par rapport à ça et finalement, on a opté pour un affichage complètement transparent sur la couverture en se disant, le cas échéant, strip and rebind, qui est comme un terme de l'édition pour dire qu'on arrache les couvertures existantes, qu'on coupe un peu sur la taille du livre puis qu'on met des nouvelles couvertures, et une Ah ouais. mention en intérieur où on avait donc le risque assumé et le cas échéant, ben, ça voudrait dire un encart, une insertion, un autocollant pour Mm. faire la mise à jour. Donc, Artivive, c'est une application que je vous invite vraiment à visiter si vous avez de la création en réalité augmentée en tête. Sont en train de changer leur modèle de financement. Là, maintenant, ils vont demander un prix par rapport au nombre de visionnements par mois, mais c'est quand même abordable. Puis, on n'a pas des milliers de vues à chaque mois, donc c'est quelque chose qui se fait bien. Bref, à découvrir notre choix de la technologie qui s'est basé qui s'est posé là-dessus. Si je peux vous montrer en fait un petit démo, vous avez vu un peu déjà à quoi ça ressemble, mais un petit démo de notre application en réalité augmentée et l'utilisation avec les téléphones. C'est sûr que puisqu'on utilisait une application qui existe déjà, on avait aussi un peu moins de latitude au niveau des paramètres, etc. Ça sort super bien et tout ça, mais on s'est quand même buté à une limite au niveau de la transparence. Donc, c'est sûr que notre rêve, idéalement, ça aurait été que les animations soient transparentes et que ce soit vraiment juste l'illustration comme telle sur le papier qui prenne vie, mais qu'on voit le papier à travers. Mais on s'est rendu compte que la transparence euh, fonctionnait moins bien avec les traits, dans le fond, de l'illustration. Donc, quand c'était des traits très fins, on les perdait un peu et ça ne rendait pas hommage à l'animation qui avait été créée par Miss Pixel. Donc, on a dit, OK, on l'assume, on met un fond blanc pour que l'animation sorte mieux, même si l'effet de réalité augmentée est un peu amoindri. Oh, je suis en train de vous montrer la même vidéo deux fois. Mon Dieu, j'ai prouvé à quel point la technologie n'est pas ma force. Au niveau de la pénétration du milieu du livre, ça, c'est vraiment une question qui était intéressante et avec laquelle j'ai eu beaucoup de discussions avec Myriam. Oui, ben parce que on en a parlé, on en parle à chaque rencontre topo. J'ai l'impression, un de nos défis, c'est la chaîne du livre, c'est comment faire en sorte que les libraires voient l'avantage, l'intérêt, au-delà du bidule pour le livre avec de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle. Ce n'est pas une application, ce n'est pas moins un livre, ce n'est pas moins un contenu littéraire de qualité, c'est un livre qui est bonifié d'un nouveau geste. C'est un défi. C'est un défi qui aurait été rendu un petit peu plus facile si on avait pu avoir accès au Salon du livre cette année pour aller à la rencontre du lectorat et leur faire des démonstrations, leur permettre d'expérimenter avec une application qui est gratuite. Ça aurait été aussi un petit peu plus facile si les forums auxquels le Jam 360 était engagé dans sa participation et nous avec eux en tant que récipiendaires d'une bourse du Jam avait pu avoir lieu et qu'on avait pu participer donc à un peu de concertation.
Mais on a pris les moyens auxquels on avait accès. Donc, on a été là, Hugo et moi, c'était les printemps numériques ce printemps à Québec. On a pris part à différentes tables rondes, animations, conversations, parce que c'est aussi en s'unissant, en créant un milieu collégial puis qui partage ses expériences, qu'on arrive à avoir une masse critique qui va réussir à faire toute cette démarche-là de pédagogie, parce que, entendons-nous, Netflix, quand ils ont commencé à faire leur offre de vidéos sur demande, ils postaient des CD-ROM, puis les gens riaient d'eux. Ils ont injecté les millions de dollars pour créer le comportement. Au Québec, il n'y a personne qui dispose du budget nécessaire pour faire des initiatives de ce genre-là ou aller être dans une prise de risque de cet ordre-là. C'est donc vraiment en travaillant en concertation puis en collégialité qu'on va être capable d'atteindre nos objectifs. Mais on y travaille, donc nous, directement aussi avec le distributeur, donc le groupe HMH. On a réfléchi beaucoup à l'importance, par exemple, de produire des vidéos qui allaient pouvoir être diffusées sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur les sites des médias. On a aussi eu recours à des illustrations qu'on allait envoyer à des médias pour qu'ils puissent les reproduire dans leur page, pour que déjà les gens puissent avoir accès à cette expérience-là et puissent attester de la simplicité du geste qui était demandé d'eux. Et bien, il y a eu la question du bandeau. Donc, sur le premier tirage, après une consultation des libraires, on avait décidé de ne pas mettre de bandeau, faisant agressivement la promotion de l'élément de réalité augmentée, parce que la rétroaction qu'on avait obtenue, c'est si le calibre littéraire est bon, s'il y a un plaisir de lecture qui est offert, ben, nous, c'est ce qu'on vend à notre clientèle. Donc, on n'a pas besoin de plus que ça. On ne vous demande pas cet élément-là bandeau qui, par ailleurs, s'abîme, exige une manutention particulière, crée plus d'encombrement que de plus-value, selon nous. Après, par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la promotion, la réaction des médias a tourné beaucoup, beaucoup autour de l'élément de réalité augmentée et de la carrière de Hugo et de son développement numérique, projet après projet. Et donc, c'est devenu, c'est un livre qui a été recensé, si on avance d'une slide, Hugo. Mais, OK. Parce que Non, mais je voulais quand même faire une petite parenthèse, mais on reviendra. On y reviendra, mais c'est juste que je voulais juste qu'on voit, c'est ça. C'est un livre qui a été recensé, entre autres, à moteur de recherche, dans des émissions qui se consacrent au contenu numérique et où des personnes qui sont réputées et qui ont donc une bonne cote de confiance pour les amateurs de contenu numérique ont dit oui, c'est un plaisir, c'est facile, c'est intéressant, ça bonifie l'expérience. Donc, à partir de là, c'est devenu, oui, un argument de vente. Donc, il a fallu qu'on crée notre argument de vente avant de pouvoir utiliser notre argument de vente. Donc, pour le deuxième tirage, parce qu'il y a eu réimpression du livre après 2 mois de mise en marché, là, on a fait un bandeau où on affirmait ça et où on pouvait mettre aussi des citations des médias qui avaient parlé de l'efficacité de la réalité augmentée. Revenir, Hugo, et compléter. Ben, c'était juste aussi pour, de mon point de vue, moi, ce qui a été fascinant à découvrir, c'est que l'espèce de pédagogie auprès du lectorat, c'était une chose, mais il y avait toute une pédagogie à faire auprès des libraires et des représentants littéraires. Les représentants littéraires, c'est eux là, qui vont voir les librairies avec une mallette pleine de livres et qui disent, OK, celle-là, mets-la en vitrine, celle-là, tu peux le mettre en arrière. En tout cas, bref, c'est eux, nos représentants. S'ils ne font pas le travail de pushing de notre livre ne se retrouve pas en librairie. Et après quelques focus group, la rétroaction, moi, que j'avais l'impression d'avoir, c'était de dire, OK, si on met trop l'emphase sur le contenu numérique, c'est un peu pour masquer la faiblesse littéraire du livre. Donc, il y avait vraiment cette impression-là que le côté numérique, c'est une espèce de bonbon pour faire avaler la pilule que c'est un livre un peu plus cheap. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis c'est pour ça que, justement, bien que moi, je poussais beaucoup sur le fait que la réalité augmentée, c'est un bonus qui pourrait favoriser des achats impulsifs et tout ça, on a pris la décision de ne pas l'indiquer du tout sur la couverture. Puis d'ailleurs, c'est le même phénomène qui s'est produit avec le livre 887 de Robert Lepage, où la réalité augmentée n'est pas du tout mentionnée. Faut vraiment aller dans les petits caractères à l'intérieur. Puis moi c'est ça qui m'a fasciné du milieu littéraire, à quel point il était un peu rébarbatif par rapport à ce côté technologique-là. Il le voyait comme un peu d'un mauvais œil. Puis justement, comme Myriam l'a dit, suite à un deuxième tirage, puis suite à la réaction des médias, là ça a comme, OK, oui, là, on le comprend mieux, on le voit plus comme un bonus qui ne nuit pas à la qualité littéraire, ou je ne sais pas comment l'expliquer exactement, mais
Ça, c'était quelque chose que j'ai trouvé fascinant, justement, de devoir convaincre tout le milieu aussi. Mais c'est le danger d'être en tête de file, c'est sûr, mais c'est aussi peut-être aussi à cause des lectorats, parce que si on regarde le livre Mukbang de Fanny Demeule, qui vient tout juste de paraître, coup de tête, chez Coup de tête, qui s'adresse à un public plutôt young adult, et où là, et aussi ça fait, pour répondre un peu aux critères que je donnais tout à l'heure, ça fait sens par rapport au contenu, c'est en lien avec le sujet, c'est en lien avec le mode d'écriture. Le mukbang est une espèce de mise en scène du goinfrage qui est visionné par les gens sur YouTube. À l'intérieur du livre où il est question de cette réalité-là, l'autrice et l'éditeur ont inclus des codes QR à gogo, à gauche, à droite, sans se gêner sur la dimension numérique. Mais dans le cas de leur projet, ils ont considéré que ça faisait sens parce qu'on parlait à un lectorat intéressé par un phénomène numérique. Donc, la gêne était peut-être moins grande. Le groupe, c'est peut-être Première, pardon, l'éditeur de Mukbang, qui était donc un lectorat peut-être plus prêt à aller aussi vers ça, puis à ne pas considérer qu'il y a des codes QR, donc le roman doit être inintéressant. Donc, on a ce défi-là du groupe d'âge. Tout à l'heure, on dit que c'était jeunesse, mais là, on peut peut-être se dire que ceux qui étaient jeunesse il y a 10 ans, quand on a commencé à faire des applications qui s'adressaient à eux, ben, ils sont rendus des jeunes adultes, et que donc, on s'adresse à un public qui est en mutation, pour reprendre le nom de notre série, et qui donc réagit de mieux en mieux et de plus en plus intuitivement à ces propositions-là numériques. Donc, la promotion pour le savoir. La promotion a été bien reçue. Encore une fois, moi, je mise beaucoup, tu sais, mon expérience, c'est de miser sur les aspects novateurs qui m'aident, qui nous aident, en fait, dans la promotion. Tu sais, c'était considéré comme le premier récit de voyage intégrant de la réalité augmentée au monde. Donc, ça crée comme des espèces de buzz qui nous aident à faire rayonner le livre. Et on a été aussi finaliste au prix Numix. Donc, ça, on est très, très contents. On est avec Topo, justement, dans la catégorie art numérique. Et on est très, très fiers d'être dans cette célébration de la créativité numérique au Québec parce que, justement, quand on remplit le formulaire, il nous demande notre budget. Puis les catégories, c'est est-ce que vous êtes de 0 à 500 000 de 500 000 à 1 million, de 1 million à 2 millions? Puis là, c'est comme, my God, il n'y a pas de catégorie plus basse, mais en même temps, justement, tu sais, ça nous donne la fierté aussi. Même chose avec le vendeur de goyave, quand on a remporté le boomerang, on était en compétition avec Moment Factory puis Cossette. C'est vraiment le fun d'avoir cette reconnaissance-là, mais c'est bien mérité avec le travail de toute l'équipe. C'est dire aussi que si le contenu fait sens, s'il répond à ses objectifs, l'objet n'est pas tant de montrer que tu as mis des millions de dollars, c'est que tu crées une expérience plaisante à laquelle les gens ont envie d'adhérer et qui est nouvelle, qui est novatrice. Donc, l'objectif est rencontré ici. Par ailleurs, je pense qu'on est un des seuls projets qui a été parrainé cette année par Jump 360 qui a réussi à suivre son objectif de mise en ligne de distribution originale. C'est sûr qu'il y a certains projets aussi qui misaient sur le rassemblement dans un même lieu et qui donc ont été hautement pénalisés par le contexte pandémique. Mais en étant humble dans notre recherche de moyens et d'effets, on a réussi à créer quelque chose qui était de belle envergure et qui obtient aujourd'hui un beau rayonnement, qui nous positionne de façon intéressante. On est là en librairie, on a un livre qui a été complètement vendu pour son premier tirage, qui est encore au bout du jour, qui n'est pas dépassé, qui offre une technologie qui peut continuer à suivre et à être mise à jour. Donc, on a un livre qui va continuer à vivre. Un livre, c'est pas une revue. Tu peux pas l'avoir en kiosque 3 mois et le laisser mourir. Il faut que tu aies quelque chose qui a une perspective de durabilité et à ce niveau-là aussi, l'objectif est accompli. Donc, vraiment, bravo aux développeurs qui ont été là-dessus. Oui, bravo à tous, mais aussi, il faut dire qu'on a bénéficié d'un contexte positif avec la pandémie, autant qu'elle a été dévastatrice pour d'autres projets. Pour nous, puisqu'on parlait de voyage, les gens avaient vraiment un attrait par rapport à ce sujet-là. C'est vrai que ça a aidé la commercialisation du livre d'une certaine façon. Oui, ça a empêché tes conférences, ça a empêché ça a empêché beaucoup de rassemblements, il n'y a pas eu de salon de voyage, mais il y a eu des bons côtés. On s'en est bien tiré. Oui. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y avait autant de négatifs que de positifs, mais j'essaie de voir le verre de vin à moitié plein plus la mousse.
Et la façon aussi de décliner le livre, tu sais, puisqu'on avait déjà le livre s'est bien vendu, il y a toutes les illustrations, mais on avait le potentiel de faire rayonner le livre au-delà de sa couverture, puis de faire des activités qui viennent toujours populariser le livre ou en fait le promouvoir. Donc, évidemment, moi, à travers le circuit des conférences voyages qui sont sur pause, comme Myriam le dit, mais je fais quand même des ateliers dans les écoles, tout ça. Ça crée une espèce d'engouement envers le livre. Qui fait en sorte que le livre a une plus grande durée de vie. Mais un aspect qui est vraiment intéressant, c'est que là, on démarre une tournée d'exposition. Donc, les illustrations, les animations d'Isabelle Gagné avec la conception sonore de Marc, mais on l'a fait imprimer avec des artistes qui font de la sérigraphie. Et là, on va l'apporter dans les centres d'exposition où on va amener vraiment les gens en voyage. Donc, la galerie devient un aéroport. On a l'impression d'être en voyage, on va vivre la réalité augmentée à travers les œuvres. Chaque œuvre représente un pays. Donc, on est encore associé au voyage, ce qui est très populaire. On est associé à la technologie, la nouveauté. Donc, ça va être très intéressant. Puis encore là, à chaque œuvre, il y a un extrait du livre. Donc, les gens apprécient l'œuvre, apprécient le texte, puis ça leur donne vraiment le goût d'aller plus loin. Ah, j'ai-tu dit que j'allais imprimer les conceptions sonores? Avec la réalité augmentée, dans le fond, la conception sonore arrive, mais ça nous permet d'aller plus loin. Un aspect quand même que je veux présenter qui n'a pas du tout fonctionné, c'était, moi j'avais un désir de médiation culturelle où sur mon site Internet, je me suis dit, OK, moi je présente mes anecdotes de voyage. Tout le monde en a des belles histoires de voyage. Donc, j'ai vraiment sollicité les gens pour qu'ils partagent eux-mêmes leurs anecdotes de voyage, leurs photos, puis tout ça, puis d'une manière qui m'est pas nécessairement explicable. J'ai eu aucune participation. Les gens étaient très peu de participation. Les gens n'étaient pas disposés à participer à ce rayonnement-là. Bref, c'est encore des essais-erreurs que je fais. Mais je vais vous présenter une petite démo justement de l'exposition qui commence à la mi-mai. On commence une tournée d'exposition qui va se prolonger sur plusieurs années. Moi, c'est un domaine, l'art visuel, que je ne connaissais pas, mais en contactant les galeries, je me rends compte que souvent leur programmation, les maisons de la culture à Montréal, leurs programmations sont complètes déjà pour 2-3 ans. Donc, même s'ils sont intéressés à nous avoir, ça se peut qu'on soit plus loin dans le temps, mais on va finir par arriver. Fait que ça, la réaction était vraiment intéressante, je dirais multigénérationnelle. Tu sais, les enfants étaient vraiment attirés par le côté technologique. Tout de suite, ils veulent voir l'animation. Puis là, l'animation leur plaît, ils vont aller vers la lecture du texte. Puis là, ils vont aller vers le livre après. Il y a d'autres gens qui viennent pour le livre que, finalement, ils aiment l'animation. Puis même des personnes plus âgées qui sont vraiment pas à l'aise avec la technologie, qui viennent pour les œuvres d'art, puis finalement, la technologie est facile d'approche. Finalement, c'est... Fait que ça a été vraiment spécial, cette espèce de rayonnement-là, où que les gens viennent tous chercher des choses différentes, mais au final, ils se retrouvent dans l'espèce d'ambiance du voyage, puis du livre. Ils reviennent au livre, dans le fond. Donc, c'est une façon de faire vivre le livre hors de sa couverture. Et c'est ce qui met fin un peu à notre présentation. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Myriam. Que pour nous, ça a été une expérience intéressante, positive, complètement de A, X, Y, Z. Qu'on aurait envie d'en faire d'autres, des projets comme ça, mais la question, ça va toujours être à quel point, la première question que je vais poser, c'est à quel point ça fait sens, à quel point ça complète l'œuvre imprimée qu'on s'engage à produire. Et c'est la première question à laquelle je vais inviter les gens à réfléchir. C'est quoi la plus-value, c'est quoi l'expérience qu'on propose aux gens et en quoi ça rencontre l'expérience qu'on propose en lecture.
Tu mets pas ma dernière slide, Hugo? Ah, t'avais-tu une dernière slide? Ah, mon Dieu, il ne faut plus jamais que tu me laisses en contrôle du PowerPoint, là. Ah oui, c'est ça, c'est le super slide avec des questions en réalité augmentée. Oui, c'est Mm. ça. Non, il y a plein de potentiel encore pour la réalité augmentée. C'est un peu ce que je voulais évoquer à la blague avec ça. Je pense que ça va dépendre des esprits créatifs qui s'en emparent. Il y a des milieux universitaires où il y a des forums, des sommets aussi. Il y a des endroits comme Topo. C'est en discutant, nous, de ce qu'on voit comme potentiel que ça devient inspirant. Puis qu'on se dit, ah oui, ça, c'est quelque chose que je pourrais exploiter dans tel projet. Faut savoir que la technologie existe pour commencer à réfléchir nos créations en utilisant ces technologies-là. Donc, merci d'avoir participé à la présentation aujourd'hui et continuez à participer, à échanger, à vous dévoiler, à parler de vos projets. Moi, ce que j'aurais à vous dire, c'est que vous perdez rien à parler de autant de vos réussites, des choses que vous êtes fiers de vous préparer à produire, que de vos erreurs. Euh, Au contraire, vous participez à un savoir collectif qui fait juste être une échelle dont on rajoute chacun des barreaux. Donc, merci beaucoup. My Merci God, comment tu veux beaucoup, que je dise un Myriam. mot après ça? Caron Belzile, merci beaucoup, Hugo Monticone. Vous avez vraiment genre, défini une expérience extraordinaire de collaboration à travers un historique très intéressant à la fois. C'est une expérience de travail récente, mais aussi Hugo a fait part aussi de son travail d'écrivain, producteur. Ça, c'est un autre sujet, mais ce n'est pas tous les écrivains qui sont aussi producteurs de leur œuvre, là, qui sont aussi diffuseurs de leur œuvre, là, puis qui vont aller vérifier tout le travail d'édition, de la promotion. Ça, c'est quelque chose que fait Hugo aussi. Là, il y a le travail aussi de production de sa propre œuvre. Donc, ça rejoint l'artiste numérique qui est aussi un producteur qui doit fonctionner avec des ressources externes. C'est intéressant aujourd'hui de discuter aussi avec Isabelle Gagné, justement, parce que la gestion des ressources externes, la gestion des fichiers numériques, c'est un élément très important de la production d'un projet. Mais c'est vraiment pas tout le monde. On peut peut-être, comme artiste ou auteur, écrivain, artiste numérique, être en mesure de prendre une portion de ce travail-là, de gérer la relation avec les collaborateurs, mais là, après, jusqu'à gérer la relation avec la mise en marché, de gérer la gestion commerciale de l'œuvre, de gérer le suivi des publicités, de gérer le coût de vente par unité à travers les plateformes. Ça, c'est quelque chose qui est pas toujours... ça demande beaucoup de compétences et c'est pas tout le monde qui est prêt à remplir ce rôle-là. Hugo Monticone le fait. Là, ensuite, effectivement, là, il y a plusieurs trucs. Je voudrais mentionner aussi la participation de le projet, l'idée, en fait, l'intention d'Hugo Monticone de travailler avec Turbulent, qui est une firme de production multimédia d'envergure, était une bonne idée. Et Turbulent mène présentement un projet de résidence d'artistes appuyé par le Conseil québécois des arts médiatiques et le Conseil des arts de Montréal afin d'accueillir des artistes pour créer des projets avec leur équipe de création. Le travail qu'a fait Hugo Monticone en préalable est arrivé avant ce programme d'accueil en résidence. Mais c'est important de saluer, je pense, la capacité d'accueil de Turbulent pour développer, puis expérimenter, puis mettre son équipe au développement de nouvelles technologies. Le scénario interactif qui a été proposé par Hugo, c'est vraiment intéressant et ça me fait penser aussi à un scénario d'un vidéaste, Bruno Baillargeon, qui a développé un
DVD vidéo dans les années 2000, un DVD vidéo interactif pour la CSN sur les relations de travail. Et c'est un projet qu'on a souvent présenté. Donc, il y a beaucoup de recherches au niveau de la création en vue de la scénarisation d'un projet interactif. Ça, c'est très particulier. C'est toujours encore un peu une utopie. On n'est pas arrivé à trouver la solution de la création du scénario interactif total. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui se sont penchées de différentes façons. Et nous, ici, à Topo, on est très réceptifs à ça. Il y a aussi, j'aimerais souligner aussi, parce que peut-être qu'ils s'en rendent, ben, je pense qu'ils le savent, là, mais le soutien d'Exen Québec, qui était avant le regroupement des producteurs multimédia du Québec, et de la SODEC pour appuyer des initiatives de formation, d'expérimentation autour du livre numérique et puis de créer des occasions de réseautage est vraiment un beau terrain de jeu pour se rencontrer et discuter. J'aimerais aussi mentionner que moi, j'ai rencontré Myriam Caron-Belzile à la Société des arts technologiques lors d'une rencontre du Forum Composite organisé par appuyé par le Conseil des arts de Montréal. Donc, une rencontre qui favorise la diversité des rencontres dans le secteur de la créativité numérique. Et on avait beaucoup discuté autour du livre numérique. Et c'est très intéressant que cette rencontre soit poursuivie par cette invitation, cette participation au forum mutation qu'on fait maintenant. Là, donc, moi, je remercierais donc la SODEC, puis aussi Exen Québec, parce que Exen Québec, c'est le petit pendant de... c'est ce qui est devenu le regroupement des producteurs multimédia. La question de la pédagogie est aussi importante. Comment on informe le public sur le fonctionnement des œuvres. Ça, c'est aussi comment on informe le public sur le fonctionnement de la technologie. C'est aussi un truc vraiment intéressant. Donc, c'est aussi un autre point de vue que j'ai retenu, c'est du point de vue de l'éditrice, c'est on a un projet d'édition, on va aller jusque-là et nous irons jusque-là et on maintient notre objectif et c'est ça qu'on fait. Et ça, c'est intéressant. Donc, de ne pas perdre de vue la destination qui a été quelque chose pointé par Myriam Caron-Belzile. La question de la technologie avec la réalité augmentée, c'est vraiment... Je m'excuse de t'interrompre, il reste 4 minutes. Je ne sais pas s'il y avait une question peut-être. On va ouvrir les questions dans 30 secondes. Parfait. Puis la question des codes QR aussi, ça c'est, par exemple, dans la mention de Myriam là, sur le livre des coups de tête, les coups de tête, les codes QR peuvent venir à des adresses web, mais ça n'amène pas nécessairement des créations d'animation originales comme dans le cas du livre de Tracé le voyage. Voilà. Alors maintenant, on a un bon 15 minutes pour la parole du public. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions. Sinon, Isabelle, je ne sais pas si tu voulais parler peut-être de ton expérience là, avec Hugo et Myriam, s'il n'y avait pas trop de questions. Je peux en parler. En fait, excusez, je ne suis pas sur le même ordinateur que tantôt, donc j'ai plus de caméra. En fait, c'était vraiment une super expérience. Moi, c'est la première fois que je travaillais avec une maison d'édition puis dans une équipe, une cellule de création comme ça. Puis déjà, je connaissais Hugo puis Marc, puis je suis vraiment fière de ce projet-là parce que c'est un projet aussi avec des créateurs de 100% des Laurentides. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez unique d'avoir un projet qui était initié en région comme ça. Puis d'avoir la part de Myriam dans ce projet-là, son œil extérieur. Puis en fait, moi, j'ai juste spécifié que j'ai fait des illustrations, donc tout le montage du graphiste du livre a été fait par leur designer à eux.
J'ai fait le design, j'ai fait le visuel de la couverture, mais pas la typographie. Donc, ça c'était vraiment une dynamique super intéressante à travailler avec un autre designer. Puis aussi, comme Myriam mentionnait, c'est un projet où moi, j'ai eu vraiment une extrême grande liberté et Marc aussi. Et puis, je pense qu'on n'aurait peut-être pas eu un résultat aussi, en fait, c'est vraiment fabuleux pour nous, là, si on avait eu plein de contraintes, parce que, tu sais, c'est vraiment un projet qui est pour moi qui était à la frontière entre ma pratique en art numérique et ma pratique comme designer graphique. Et puis, je veux dire, il y a comme un gros orteil dans mon art numérique, il y a un gros orteil dans ma pratique en design graphique sur ces illustrations-là. Puis, ça a été, franchement, je suis vraiment très, très fière du projet. Puis, merci Hugo, merci tout le monde. Yeah, ben merci à toi. C'est sûr que ta création, ça fait partie de la recette. Puis là, justement, l'aspect exposition là, qui vient vraiment mettre encore plus de l'avant tout le côté visuel, puis la réalité augmentée. Là. Fait que c'est vraiment intéressant, ce deuxième volet-là. Mm. Est-ce qu'il y a des gens qui Moi, réfléchissent à j'ai faire une ici? question. Ah oui, vas-y, Jimmy. Moi, j'ai une question pour Hugo et Myriam. Pensez-vous à faire d'autres projets? Parce qu'on parle d'éducation, d'éduquer les gens vers des modèles, ce modèle-là, ce modèle, cette capsule de création-là, on va dire. Mais imaginez, tu sais, à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, quand on est créatif, là, moi, j'ai un portefeuille d'idées, tu sais. Fait qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle idée qui n'a pas été faite, c'est à recommencer cette éducation-là, tu sais. C'est comme s'il fallait créer des petits secteurs à chaque fois, des petits marchés à chaque fois, tu sais. Avez-vous déjà pensé à créer encore dans le même modèle que vous avez fait là ou complètement plus ou complètement différent? Ben, moi, en tout cas, Mettons chez. oh. Ouais, Hugo, vas-y. Ben, moi, je suis vraiment charmé par la réalité augmentée. Là. Je trouve vraiment que c'est une technologie qui est vraiment pleine de potentiel. Tu sais, là, on l'a survolé, on était quand même à faible budget, on n'avait pas trop de temps, puis tout ça, puis on a fait quelque chose d'intéressant, mais on peut vraiment imaginer que ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Puis c'est quelque chose qu'on peut rajouter à des œuvres déjà existantes. C'est quelque chose qui est très facile d'utilisation, que tout le monde a déjà un appareil en sa possession presque qui est compatible. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très prometteur. Puis le potentiel est très, très grand, je pense. Mais on n'a pas un nouveau projet en cours déjà. Mais non, mais en même temps, c'est un peu l'occasion qui fait de la ronde. Puis, c'est sûr qu'il faut qu'on ait des projets donc, qui font sens, comme je le répète sans cesse. Mais disons, ce qu'on a pu expérimenter avec Artivivre, c'était que, mettons, le déclencheur de la réalité augmentée peut être à peu près n'importe quoi. Tant que c'est une illustration qui est unique, qui n'est pas déjà existante dans la base de données d'Artivivre. Fait que, par exemple, mettons, chez XYZ, on a une série de 3 romans de Gabrielle Filtouchiba dans lesquels il y a des illustrations faites par l'autrice. Ben, on pourrait envisager d'aller chercher du budget, de demander une sub, si on se disait que ben, ça nous permettrait une relance, bon, à l'occasion de whatever, puis de confier à une artiste spécialiste en animation, puis à une cellule de création, là, un peu comme avec ce qui a été fait pour Tracé de voyage, de dire, ben voici l'enveloppe dont on dispose, on vous la donne pour développer des contenus qui vont être accessibles à travers la technologie Artivivre, qui est déjà une technologie qu'on a utilisée, qui nous convient, qui est éprouvée. C'est sûr qu'en le procédant comme ça, ben, on parle des licences. Ça va dépendre, ça va être quoi les licences de Artivivre rendues là, parce que Hugo l'a effleuré tout à l'heure, mais selon le statut d'individu créateur ou d'entreprise qui contracte ces licences-là, c'est pas du tout les mêmes coûts, mais c'est quelque chose qui peut être prévu dans un budget aussi. C'est pas, comme disait Hugo, nous, on travaille avec un ordre de grandeur tout petit. C'est envisageable de dire au Conseil des arts du Canada ou du Conseil des arts et des lettres du Québec qu'on veut une enveloppe qui nous permet de contracter la licence pour une période X, pour un nombre d'illustrations X et financer la création par des artistes. Ça pourrait être un projet accessible, réaliste et qui nous permettrait, bon, on a sorti le 3e livre de cette autrice-là ce printemps. L'automne prochain, pour Noël, on veut faire un petit packaging amusant, puis l'amener à un autre niveau. Mais il faudrait qu'on pense à un contenu qui ferait sens. On ne va pas juste montrer les feuilles de l'arbre qui bougent dans le vent. Sinon, pourquoi on demande à un lecteur de s'arrêter dans sa lecture pour sortir le cellulaire? Donc, il faudrait que ça vienne aussi de l'autrice. Ben c'est ça, ça part. Donc, c'est ce que j'allais dire, c'est que ça doit partir du créateur, de l'idée originale de l'auteur, l'autrice.
Mais ça dépend, tu sais, c'est sûr que dans le cas, mettons, que je te donne, ça serait possible. Je pense pas que Gabrielle ait déjà pensé à créer de cette façon-là, mais c'est l'illustration Tu puis peux ajouter l'art une visuel, couche, ouais. oui. Fait que je Ouais. pourrais aller vers elle aussi pour dire, écoute, il y a peut-être quelque chose qu'il y aurait moyen de faire, tu sais, il y a ce médium-là, je t'invite, regarde, je t'envoie un exemplaire de tracé de voyage, télécharge Artivive, joue avec ça, expérimente avec ça, puis réfléchis dans ton œuvre, qu'est-ce qui pourrait être comparable, puis là, on entre dans une création. C'est sûr que c'est pas le même travail, je peux pas donner la même liberté à ce moment-là que je l'ai fait avec Hugo, qui arrive avec un bagage d'expertise, qui arrive avec des créations antérieures, avec une équipe avec qui il a déjà travaillé. Là, ça demanderait un plus gros accompagnement de ma part. Donc, ça sera pas reproduit à l'exact. Mais je pense que Mm. c'est un genre de scénario qui ne se reproduit pas à l'exact. Tu as raison quand tu dis qu'on a un travail à faire à chaque fois, parce que là, on s'est adressé à un public de lecteurs de récits de voyage. Ben, si Hugo me revient avec un roman, entièrement un roman, avec des éléments, oui, peut-être de voyage, mais qui avant tout s'adresse à un public de lecteurs et de lectrices de romans, ben on va devoir refaire une grosse partie de la job. Ouais. Oui, exactement. Puis là, tu sais, on parle d'animation, mais c'est juste un volet du potentiel de la réalité augmentée. Tu sais, n'importe quoi peut déclencher. Tu sais, ça pourrait être même le titre ou le texte. Tu sais, ça pourrait être même un texte qui déclenche la réalité augmentée. Puis la réalité augmentée comme telle, ça peut être une trame sonore, ça peut être une vidéo, ça peut être des photos. Moi, je travaille avec un projet ici avec l'Association des auteurs qui sont des auteurs un peu plus qui ne sont pas considérés comme professionnels, puis qui ont des très faibles budgets, mais leur projet, c'est juste en filmant la couverture de leur livre déjà existant, il va y avoir une petite entrevue avec eux qui dit c'est quoi leur contexte de création ou la présentation des personnages, que tout de suite, ça va créer un lien émotif avec l'acheteur, puis tout ça. Fait qu'il y a vraiment une très, très vaste panoplie de possibilités qui sont explorées à très, très petit ou à très, très grand budget. Tu sais, les deux sont possibles. Mais ça, je l'ai déjà essayé. Tu vois, sur le livre The City We Became de N.K. Jemisin, il y avait ça. Je te l'avais montré aussi, Hugo. C'était avec Google Lens, je pense qu'ils le font. Mais pour des contenus de ce type-là, il faut justement que tu aies quelque chose qui est comme déjà intégré dans le téléphone. Tu peux pas demander aux gens en librairie de télécharger une application pour consulter les biographies des auteurs de 3 des livres qu'il y a dans la librairie. Le comportement arrivera pas. Si l'ANEL, mettons, ou la LQ développait une application puis qu'elle encourageait les éditeurs à créer des contenus compatibles avec cette application-là, ah ben là, oui, tu sais, là, on est en train de syndiquer notre offre de contenu. Et là, oui, parce que là, ça devient intéressant pour les libraires d'avoir une affiche à l'entrée de la librairie pour dire, saviez-vous qu'il vous suffit de scanner l'arrière des livres avec l'application ALQ Découvre pour avoir accès à du contenu sur les livres, sur les auteurs, à les voir s'exprimer sur leurs livres. Ah ben là, il y a une avoir un mascotique. îlot. Oui, c'est ça, un îlot qui regroupe tous ces les livres qui ont de l'offre de ce type-là. Bon. Parce qu'avant, Google Lens, c'était pas dans la système. Tu sais, avant, il fallait télécharger Lens, comme les applications de lecture de code QR. Il fallait les télécharger. C'était pas dans le système. Aujourd'hui, c'est intégré. Fait que c'est pour ça que je me pose la question. L'éducation, oui, on veut bien, mais en même temps, c'est comme difficile de tracer nos petites trails à nous, tu sais, alors que ça prend une autoroute, tu sais. Puis souvent, c'est encore les géants qui dictent ça, dans le fond, puis c'est encore une question d'application, de cadre, de lecture de notre... C'est le support qui fait plus la job que notre contenu ou notre façon d'aborder le marché, tu sais. On est comme obligé d'attendre. Mais oui, mais non, parce que c'est pas toujours avance. des choses coûteuses, puis c'est des choses que si on arrive à intéresser des regroupements, on est capable de se mettre ensemble pour faire, dans la mesure où ce que ça demande après ça à chaque membre pour pouvoir y prendre part n'est pas trop exigeant. Donc, c'est très simple aujourd'hui pour une majorité, par exemple, d'éditeurs au Québec de demander à leurs auteurs et autrices de produire une courte vidéo avec leur cellulaire dans laquelle ils présentent brièvement leur livre. Et si tout ce qu'on demande, c'est tu rajoutes, je parle à travers mon chapeau, mais mettons que Demarque offrait dans son application de données un endroit où on pouvait déposer la vidéo, que c'était possible après ça pour la librairie de se connecter, tout comme elle s'y connecte déjà à travers son application de gestion des stocks, pour ensuite lier ça à son application, ben là, on a quelque chose qui relativement utilise des structures qui sont déjà en place. Créer des nouvelles structures, des nouveaux comportements, faire acheter des applications. Chez Québec Amérique, on avait créé notre application de liseuse pour que les gens téléchargent l'application Québec Amérique. Puis là, on leur faisait toutes sortes d'offres de réduction de prix sur des livres. Une fois que tu en as acheté 3 dans ta bibliothèque, bon, il y avait différentes offres.
où on se disait, ben, c'est super intéressant pour les lecteurs et les lectrices, ça crée une bibliothèque où ils vont retrouver des contenus, ils vont avoir des offres, il va y avoir des contenus gratuits exclusifs. Mais non, les gens sont pas prêts à installer une application de plus sur leur téléphone. Si déjà ils ont le comportement de lecture numérique, c'est beau. Fait que retrouve-les là où ils sont. S'ils sont sur Kobo, tu leur vends sur Kobo. S'ils sont sur l'Apple Bookstore, c'est là que tu leur vends. Fait que c'est ça. C'est sûr que de fragmenter l'offre et d'en faire chacun notre petite proposition, ça rend ça plus dur. Plus on va être un grand nombre à utiliser Artivive, plus ça va être facile de convaincre les lecteurs de dire « Ah, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose qui se déclenche avec mon téléphone. » Peut-être qu'on pourrait passer par, tu sais, au lieu de se faire injecter la 5G, on pourrait se faire injecter tout de suite une application de réalité augmentée, tu sais, la population serait déjà prête, tout ça. La question de réalité augmentée, si on pose la question aux gens autour de nous, est-ce que vous connaissez c'est quoi la réalité augmentée? Vous aurez la réponse. Ah oui, puis les experts, même les experts se confondent souvent entre la réalité virtuelle et la réalité Personne ne va augmentée. l'expliquer. Fait que c'est normal. Moi, je me souviens quand on a commencé à diffuser un projet, une fiction web radio, bien, on a fait des événements dans des web cafés, puis finalement, des cafés Internet, puis finalement, on montrait à nos amis comment accéder à l'Internet. Fait que c'est ça. On revient à... Il faut éduquer le monde à des nouvelles choses. Puis la réalité augmentée, c'est pas évident. Puis, bon, nous, on tripe parce que c'est le fun, mais il y a une autre idée qui a surgi aussi au cours de la présentation, parce qu'on a fait ça avec un collègue, notamment d'Isabelle Gagné, Sven Buridan, pour une expo qui s'intitule Plongeon. C'est qu'on a une installation photographique avec réalité augmentée et on a créé une campagne d'affichage extérieur. Fait que là, par exemple, pour le livre d'Hugo, il pourrait y avoir des petites affiches qui sont répandues. C'est clair, c'est clair qu'on a exploré ça. Moi, mon rêve, c'était de faire affaire avec Publicité Sauvage, qui a des affiches dans la ville, puis que là, ça serait une campagne d'affichage en réalité augmentée. Fait que ça, c'était vraiment mon rêve, mais quand j'ai contacté Publicité Sauvage, puis j'ai vu que leur budget, ça coûtait comme 2 000 ou 3 000 $ pour être à 1 ou 2 coins de rue pendant 2 ou 3 semaines. En tout cas, malheureusement, c'était un budget qui n'était pas... qui ne correspondait pas à notre budget. Mais après ça, ma deuxième idée, c'était au niveau des signets. On aurait pu avoir des signets de livres sous forme de billets d'avion qui déclenchent une réalité augmentée et tout ça. Mais là, cette fois-ci, c'est la COVID qui nous empêchait de donner des objets physiques. Fait que on essaie de voir c'est quoi les... Oui, la question du signet, c'est quelque chose à laquelle j'avais pensé, une question à laquelle j'avais pensé quand vous avez évoqué le bandeau. Tu sais, on met un signet, mais là, Hugo, tu viens de dire que finalement, avec la COVID, ça ne marche pas. Non, c'est ça. Ouais, mais c'est les signets, les gens ne les gardent pas vraiment non plus. Vraiment, dans les salons du livre, vous allez le voir, là, les gens les ramassent et les laissent dans la poubelle. À la limite, les cartes postales ont un petit peu plus de durée de vie. Il y a des collectionneurs qui vont les afficher. Mais l'autre élément par rapport à ça, que ce soit l'affichage sauvage ou des items promotionnels, c'est qu'on demande aux gens de télécharger une application pour un contenu unique, qui est un échantillon. C'est pas évident, c'est pas gagné d'avance. Ils savent pas s'ils vont pouvoir le réutiliser. Ça veut dire que tu utilises potentiellement des données sur ton cellulaire, tu utilises l'espace de stockage sur ton cellulaire pour un contenu extrêmement éphémère. Fait que si, tu sais, avec le livre, de leur demander de faire ça, ben là, ils ont 20 vidéos, ils ont 20 animations, puis une fois que tu as acquis l'habitude, ben là, tu peux te tenter de voir comment, ou d'autres, puis j'ai expérimenté de la réalité augmentée. C'est bon. Tu vas peut-être la laisser au cas où, et peut-être même pas. Mais quand tu dis « Ah, je suis au coin de la rue Sherbrooke et Metcalfe, puis je vois une affiche », ça dit « Installer Artivive ». Non, tu le feras pas. C'est trop demandé comme comportement. Ça peut permettre déjà de faire de l'intox, de dire aux gens « Ah, qu'est-ce que c'est, tracé de voyage? Ah, une illustration? Ah, si seulement j'avais l'application, je pourrais voir le contenu. » Là, c'est là qu'on a un enjeu. Oui, Gabrielle? Je me demandais si, avec l'application que vous avez utilisée, est-ce que vous avez accès à des données de statistiques de ce qui est vu? Non, Non. malheureusement. Ça aurait pu être intéressant de voir qu'est-ce qui fonctionne. Oui, mais là, c'est ça, pour revenir à leur modification des tarifs, là, maintenant, ça va être facturé au niveau des vues. Fait que là, ils vont être obligés, en fait, de nous faire parvenir les statistiques de vues pour chaque illustration. Mais oui, c'est vrai, Isabelle, hein, on a accès.
quand on va sur le site d'Artivive, on peut avoir accès effectivement Oui, on aux a accès, statistiques de oui. visionnement. Ouais. Oui, Ah, oui. ben, super Ouais, je ne intéressant. suis jamais allé voir ça. Je devrais aller voir ça. J'aimerais juste faire un peu de bling-bling parce que tantôt, il était question en fait, de l'affichage extérieur avec l'exposition de Sven. Bien, Tracé de voyage va être au Mont-Tremblant sur des panneaux extérieurs tout l'été, sur des super panneaux. Puis, on va être aussi, bien, on ne pourra pas y aller, là, mais on va être aussi dans la galerie d'Artivive. Ils nous ont invités à venir présenter Tracé de voyage en Autriche. En Autriche. On va y aller avec notre tête, c'est tout, mais pas en voyage. Non, non, je vais demander une bourse de déplacement au calque là, pour Ouais. qu'on puisse y aller prendre un petit verre de vin blanc. Ça fait 8 fois que tu dis le mot vin, Hugo. J'ai soif, j'ai soif. Il n'est pas 5 heures. Là. C'est intéressant de penser cette diffusion-là multiplateforme. C'est intéressant. C'est pas tous les projets qui se prêtent à ça. C'est pas tous les auteurs ou les autrices qui ont des projets qui se prêtent à ça, mais c'est le genre de projet, ben Hugo, avec les récits de voyage puis les documents. Le récit de voyage comme tel se prête particulièrement bien à ça parce que les archives, c'est mes photos de voyage, c'est des choses qui existent déjà. Tu sais, c'est sûr qu'un roman, par exemple, de science-fiction où il faudrait complètement créer le contexte visuel, ce serait vraiment une autre démarche. Tu sais. Fait que c'est sûr que pour commencer, à petit budget, un récit de voyage, c'est vraiment... ça se prêtait vraiment bien, là, comme je dis. Ben, oui, ça se prête bien parce que le contenu visuel est créé. Sinon, on va accueillir bientôt, nous, ici à Topo, la production d'un film de science-fiction en bricolage. Alors, voilà, ça se prête peut-être bien à un projet de réalité augmentée. Ça va se passer ici avec des brocheuses puis des outils sur mesure. Donc, on a dépassé de 15 minutes la durée prévue du webinaire. C'était super intéressant, passionnant. Merci Myriam. Merci Hugo. Merci à tout le monde qui a participé, à tout le monde qui pose des questions. Je crois qu'on souhaite contribuer à la création d'une communauté d'expérimentation autour de la création, de l'édition, de la diffusion, de nouvelles formes de livres, de projets d'édition à travers les médias numériques. Alors, c'est un rendez-vous à suivre la semaine prochaine où la ville sera le territoire d'exploration ainsi que la bande dessinée où on va encore aborder la réalité augmentée. Parce que je le mentionne encore, ben, les voies à venir, les prochains jeudis seront axés autour de l'expérimentation. Voilà. Merci Michel, merci Gabriel pour l'invitation. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir.